Voilà, on va pouvoir commencer. Avant que d'oublier, merci de penser à mettre vos téléphones sur silencieux ou en mode avion ou en mode discrétion, ce serait très bien. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Le Sort, je suis journaliste et surtout très heureux de vous accueillir ce vendredi 12 février à l'EPSI de Nantes, l'école d'ingénieurs informatiques bien sûr. À circonstances exceptionnelles et bien dispositifs exceptionnels, en effet, la scénographie que nous avons retenue, l'organisation de cet événement respecte scrupuleusement, rigoureusement les règles édictées par le protocole sanitaire et donc les règles de distanciation, ce qui nous dispense, comme vous le constatez, eh bien de porter des masques dans cette séquence. Cet événement, évidemment, que nous souhaitons pleinement sous le signe de l'interaction, également, au-delà de l'échange que j'aurai avec nos grands témoins, vous pouvez réagir, poser vos questions à partir de maintenant. Ça se passe sur la plateforme Evals avec le code MED 44 qui apparaîtra régulièrement tout au long de cet événement. Et puis qui vous donne l'occasion donc d'interpeller nos grands témoins, de poser vos questions. Cet événement, cette rencontre bien sûr entre vous, chefs d'entreprise du territoire, adhérents du MEDEF bien sûr, et puis évidemment Sarah Ellery qui est avec nous, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Madame la Ministre, bonjour, vous êtes secrétaire d'État chargée à la jeunesse et de l'engagement également, auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci en tout cas d'être avec nous cet après-midi à Nantes, très bien entouré puisque Patrick Schepp, PDG d'Europe Technologies et président du MEDEF 44, à l'initiative de cette séquence. On y reviendra d'ailleurs dans quelques instants. Et puis Xavier Tostivin. Bonjour Xavier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'EPSI et également président de la commission. C'est aussi avec cette casquette qu'on vous écoutera avec attention. Commission formation et développement compétences du MEDEF 44. Et merci de nous accueillir dans vos locaux. Avant de commencer également, je voudrais donner la parole et accueillir Maurice Bourrigaud qui va venir me rejoindre. Mon cher Maurice, il est là, il est avec nous, c'est magnifique, voilà, tout devant comme un très bon élève. Maurice, merci d'être avec nous. Je vous donne la parole d'abord parce que vous êtes le directeur général de BPGO, la Banque Populaire Grand Ouest, mais surtout parce que vous permettez la réalisation de cet événement. Nous dire en un mot, mon cher Maurice, face caméra peut-être, ou alors de ce côté-là. Allez, reste. Ah ben très bien, bonjour, effectivement. Madame la Ministre, bonjour, on s'adapte. chers amis. Mon cher Maurice, racontez-nous, qu'est-ce qui vous donne envie de soutenir cet événement, cette séquence? Oh ben d'abord parce qu'on est entre amis et puis parce qu'il faut se bouger. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut s'occuper des très très jeunes, des très 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 moins jeunes, mais il faut s'occuper des jeunes. Si on ne veut pas que s'enclenche par la précarité, par la maladie, par le manque de soins, de nourriture, par un logement insalubre, si on ne veut pas que s'enclenche ces spirales, il faut se bouger, voilà, on est là pour ça. La BPGO intervient à quel niveau d'ailleurs dans les recrutements? On va en parler de ces jeunes qui ont du mal à trouver des stages, à trouver des alternances. Quel rôle joue concrètement la BPGO sur le territoire? Bah, BPGO, d'abord, on est une entreprise, donc on recrute en permanence, on signe une centaine de CDI par an et cette année, on a doublé le nombre d'alternants parce que l'alternance, c'est extrêmement pratique. On peut être alternant ingénieur, on peut être alternant dans un EHPAD, mais on peut être alternant dans la banque aussi et dans l'assurance. Donc, on a 161 alternants à l'heure où je vous parle. On était plutôt à 80-85. Ce n'est pas tellement les incitations de l'État qui nous ont fait bouger, c'est parce qu'on a du mal à recruter aussi, à recruter des gens compétents, volontaires, etc. Donc, on a élargi, on est sur des départements très très difficiles. C'est aussi dur de recruter dans le cœur de Nantes aujourd'hui qu'à Alençon. C'est aussi dur de recruter à Cherbourg qu'à La Roche-sur-Yon. C'est dur partout, partout, partout. Et donc il faut donner sa chance. L'alternance, c'est une superbe façon d'ancrer des gens dans une réalité en reconnaissant leur travail par un salaire et aussi en leur permettant, encore une fois, de se loger, de se soigner, de se nourrir, etc. Voilà, le tout à 1 euro le midi et tout à 1 euro le soir, c'est pas suffisant. Il faut donner de l'activité aussi, pas que du travail. De l'activité reconnue. Il faut une reconnaissance. Merci donc de rappeler l'engagement de votre évidemment institution dans cette époque où on demande d'ailleurs beaucoup aux banques et notamment aux banques de télétravailler. Il faut continuer évidemment à recruter des stagiaires et des alternants. On va parler aussi création d'entreprises et on sait que les banques sont essentielles dans l'acte d'entreprendre, dans l'accompagnement et la création à l'acte d'entreprendre. Oui, là aussi, il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité sur ces sujets. Mais il se trouve que j'ai la chance d'être dans une entreprise qui, il y a 100 ans, est née du fait que des artisans se sont aidés entre eux, que des pêcheurs se sont aidés entre eux. Et on continue à raconter cette histoire.
l'équipe marketing me dit qu'on est la première banque en soutien et en accompagnement des créateurs d'entreprises. Je veux bien le croire. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je veux bien le croire parce qu'on est très exposé sur la création d'entreprises en termes de risques et on veut continuer de l'être. Parce que c'est payé par l'ensemble d'un fonctionnement, une banque, c'est un ensemble de données, un ensemble de clients, 890 000 pour BPGO, et ce fonctionnement, il doit aider à l'initiative sans arrêt d'initiative. Et c'est ça qu'on doit soutenir, et on le fait avec beaucoup, beaucoup d'ardeur, de volonté. On accepte les risques qui sont associés, et c'est surtout que ça fait grandir nos équipes aussi, ça fait grandir un écosystème, ça fait grandir un territoire. J'étais en Vendée hier, en bord de mer, à Bouin, chez des éleveurs d'huîtres, chez France Nessin, pour être tout à fait clair. J'étais chez un client ce matin à Rennes. On aide des gens qui offrent des emplois sur place, ceux qui travaillent l'écosystème. Et les jeunes, ils ont besoin d'être dans leur écosystème parce que se loger à Nantes, c'est pas toujours facile. Se loger à côté de chez ses parents ou chez ses parents, c'est beaucoup plus facile. Donc il faut aider l'ancrage. Merci beaucoup, Maurice Bourrigaud. Merci évidemment pour vos mots introductifs et merci de permettre cette séquence. Vous resterez évidemment avec nous et particulièrement attentifs à nos échanges. Madame la ministre, première peut-être question. Allez, naturellement, je me tourne vers vous. Question très simple et très directe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre favorablement à l'invitation de Patrick et du MEDEF 44 et de venir vous adresser à nos chefs d'entreprise et à ce territoire, il faut le dire, que vous connaissez bien, hein? Merci beaucoup Clément. Mais pour commencer, moi je voulais remercier avec énergie les propos de Maurice et remercier évidemment le président du MEDEF, Patrick et Xavier de nous recevoir. Pourquoi ? Parce que plus que jamais, c'est notre territoire. Et Maurice l'a dit, on ne réussit que quand la dynamique et l'écosystème est présent, quand il est solidaire, quand on joue collectif. Alors on a notre jeu à la nantaise qu'on sait jouer au quotidien, mais plus que jamais, aujourd'hui, nous avons besoin de conjuguer les efforts, de conjuguer les énergies. Notre jeunesse, ça va faire 11 mois maintenant qu'elle vit avec nous tous cette crise. Elle est bousculée plus que d'autres. C'est une réalité. La réponse, il n'y en a pas une. Il y a des réponses. Elles sont multiples. Mais pour les apporter, pour les rendre possibles, il faut que chacun apporte sa pierre, apporte son énergie. Et quand Maurice disait ils ont besoin de sens, ils ont besoin de s'engager, ils ont besoin évidemment de réponses économiques pour lutter contre les précarités. Mais pas que. Il y a des réponses économiques, des réponses sociales, des réponses sociétales, des réponses psychologiques dans certains cas. Et le gouvernement qui est le mien apporte des réponses multiples. Mais il ne saura pas répondre à tout. Parce que pour être à la hauteur de la jeunesse, pour être à la hauteur de cet élan, nous avons tous quelque chose à apporter. Et qui de plus présent, qui de plus proche de notre jeunesse, eh bien, que les entreprises de nos territoires. Je les connais, c'est pour ça que j'ai envie de dire pour certains chers amis, puisque voilà, c'est des visages connus. Mais ensemble, on peut relever ce défi-là. On peut le relever pour notre territoire, pour nos entreprises et pour nos jeunes, parce que c'est comme ça qu'on sortira de cette période de crise et qu'on aura l'élan et l'énergie pour cette relance, pour ce futur, cet avenir, et ne plus, en tout cas, ne pas subir cette morosité qui peut être malheureusement contagieuse. Merci pour ces mots introductifs. Effectivement, conjugaison, je retiens, conjugaison des efforts entre les actions du gouvernement. On verra comment elles s'alignent sur les actions des entreprises, notamment sur le territoire, et puis celles évidemment portées par le MEDEF 44. Patrick, pourquoi d'ailleurs, moi je vous pose aussi la question, tiens, directement, pourquoi cette séquence? Quelle est la raison de notre présence ici? Pourquoi vous avez voulu organiser cet événement et inviter la ministre? Alors, il y a plusieurs raisons. Qu'est-ce que vous en attendez, tiens, concrètement? Alors, je vais te répondre, Clément, mais je vais juste commencer par remercier également Maurice Bourrigaud pour sa simplicité et le fait qu'il ait pu soutenir cette action. Alors ensuite, moi je pense qu'on est d'une génération où on a eu la chance d'avoir le temps d'apprendre dans des conditions relativement bonnes et avoir cette espèce de compagnonnage que les jeunes, ils ont déjà pas trop, parce que dès qu'ils arrivent dans nos boîtes, on leur demande tout de suite d'être opérationnels. Le monde va tellement vite, et des fois, on ne leur laisse pas toujours le temps de comprendre. Alors, si je rajoute à ça le Covid, ça pose question. On a la chance d'avoir la ministre avec nous, avec qui on a pu s'entretenir de ce qu'on faisait déjà dans notre région. Tu as parlé du fameux jeu à la nantaise, mais ce jeu de relations humaines et de confiance, on l'a instauré depuis 15-20 ans à peu près. Il n'était pas comme ça au début, hein, c'est pas venu naturellement. La confiance, ça met du temps à se construire, alors que la défiance peut être immédiate. Et moi, je pense qu'au-delà
du discours économique, on a voulu faire cet événement pour dire, écoutez, on s'adresse aux jeunes, quand même, globalement. Les jeunes, ils vont dans les écoles, dans les entreprises, donc c'était tout à fait normal qu'on imagine de faire un événement comme celui-là dans une école. Alors, on a la chance que Xavier Tostivin nous accueille dans son école, une école où il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de relations avec les entreprises, donc on a trouvé que c'était un bon exemple. Et franchement, au-delà du discours économique, il y a le discours humain. On est tous avec un peu de bouteille les uns les autres, avons des enfants, on est tous concernés. Et là, le MEDEF, si je prends un peu la casquette MEDEF 2 secondes, bon, on s'occupe d'économie, mais pas que. Et on a déjà anticipé dès le départ le problème des jeunes. Rappelez-vous, quand on a lancé l'action pour financer l'apprentissage, les 8 000 €, les 5 000 € suivant le niveau d'études, pour aider les entreprises à prendre un apprenti. Donc ça a été initié par le MEDEF. Il faut dire aussi les choses, hein. Ce qui est fait. On ne fait pas toujours des trucs bien, mais là, je pense qu'on a fait un truc vachement bien. Et là, on s'est aperçu que pour les stages, ça va être une catastrophe. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Quand Madame la ministre l'a dit, il n'y a pas une solution, il y en a 15. Et donc, on a la chance de pouvoir peut-être être un bon territoire d'expérimentation parce que la ministre connaît le territoire, on la connaît, on se connaît, on est capable de tester les choses ensemble. Et c'est le moment ou jamais. Ce n'est pas le moment de faire de la philo, c'est le moment de dire « ouais, je prends les stagiaires et je m'engage ». Et moi, je pense personnellement, mais c'est un avis personnel, que nos entreprises ne vont pas mourir. Alors, je ne parle pas des cas. Moi, j'ai commencé à 1, je sais ce que c'est qu'une petite boîte. Mais à une taille d'entreprise, je pense qu'on peut tous faire l'effort humain, ce n'est pas économique, humain d'abord, de dire je prends 1 ou 2 jeunes. Si tout le monde le fait, le problème des stages, il va être résolu facilement. Donc, je pense qu'il y a un axe très humain dans cette discussion-là. Et l'autre chose pour expliquer, c'est un grand mot, mais donner quelques informations à notre ministre, c'est qu'au-delà que le MEDEF, il est poussé nos institutions à mettre en place des financements pour l'apprentissage et l'alternance, on a été aussi instigateur avec nos instances régionales pour mettre en place des plateformes de rencontres entre les élèves et les entreprises. Et puis, j'ai tout un tas, je ne vais pas vous citer, mais il y a tout un tas de trucs qu'on a fait, des vidéos, des rencontres professeurs, on fait venir les profs dans nos boîtes, on organise des visites d'étudiants dans des entreprises, parce qu'il faut toucher le métier. Les métiers, ils sont infinis, il y en a plein de métiers. Et je pense que la meilleure façon pour appréhender les métiers, c'est les stages, hein, c'est le point de départ. Hein. Le stage, il te marque. Hein. Dans la vie, tu as dû faire des stages, toi aussi, on a tous fait des stages. Les stages, ils nous marquent. Et donc, si ça se passe bien, tu as envie de continuer. Donc, il faut créer quand même quelque chose où ça se passe bien. Merci Patrick, on reviendra évidemment sur ces dispositifs. Alors on ne rentre pas forcément dans le détail de tout ce que vous allez évoquer, on essaiera de rester quand même exhaustif. Xavier, alors avec la casquette évidemment directeur de l'EPSI, encore une fois merci de nous accueillir. Ce lieu est aussi un symbole dans cet événement qui parle à nos jeunes. Qu'est-ce que le président de la commission formation et développement des compétences du MEDEF 44 attend concrètement de cet événement? Patrick vient de nous dire, on a essayé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut encore pour répondre à cette situation d'urgence? Alors, je vais vous répondre, bien sûr. Enfin, je vais essayer de vous répondre. Quelques éclairages aussi importants. Je pense qu'il faut rappeler aussi que le MEDEF a un rôle important. C'est un syndicat, pour ceux qui l'auraient oublié. Le paritarisme, c'est pas rien. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'établissements ou d'organismes de formation où les élus MEDEF siègent. Je le dis parce que c'est important de le rappeler. D'abord, je viens saluer leur investissement, puisque ce sont à chaque fois des bénévoles qui donnent de leur temps et qui amènent l'expertise et, dans le cas présent, la parole de l'entreprise. Mais il faut quand même le rappeler parce que sur notre territoire aujourd'hui ici, on est présent aussi bien à l'université, par exemple, de Nantes qu'au CNAM ou autres établissements privés, l'IUT et autres, que je salue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que j'attends de ce rendez-vous ou de ce moment? Je pense que il y a d'abord vous exprimer une vraie satisfaction et un remerciement auprès des chefs d'entreprise du territoire qui ont joué le jeu massif de l'alternance pour cette rentrée. Je peux vous le dire, parce que quelle que soit la casquette que je porte, avant l'annonce des aides massives dont on a bénéficié en tant qu'employeur, c'était quand même un peu compliqué la rentrée, et ça s'annonçait, pour pas dire, assez catastrophique potentiellement. Et à l'arrivée, je ne suis pas là pour faire la promotion de la ministre du Travail, mais la réalité, c'est qu'en effet, on a à l'arrivée des chiffres exceptionnels autour de l'alternance. Et
Et on peut s'en féliciter parce que ça veut dire que derrière, tout le monde a joué le jeu, et notamment les petites entreprises, qui sont d'ailleurs l'essentiel des adhérents du MEDEF, je le redis, parce que nos adhérents, c'est avant tout des TPE et des PME. Et les entreprises ont joué le jeu, les grosses, tant mieux, et c'était déjà un peu le cas, j'ai envie de dire historiquement, elles sont remobilisées ou encore plus mobilisées, mais les petites sont rentrées dans le dispositif. Alors, on se satisfait aujourd'hui très, très clairement de ces chiffres. Par contre, les stages, on a des signaux assez catastrophiques qui nous sont renvoyés par le corps enseignant, par le rectorat, par les établissements qui nous sont historiquement partenaires. Parce que là aussi, je le redis, on travaille très bien de manière générale avec notamment le rectorat de Nantes et on est très satisfait de nos partenariats. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont plantés et qui se retrouvent dans des situations catastrophiques. Pourquoi ? Parce que non seulement ils n'accèdent pas à l'entreprise, ils ne goûtent pas au plaisir, à la joie de l'entreprise à travers des stages, mais en plus, ils ont un risque de diplomation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui ne pourront même pas valider leur diplôme parce qu'ils n'ont pas de stage. Et ça, c'est dramatique. Et c'est encore plus dramatique, même si moi, aujourd'hui, vous êtes dans un établissement qui forme des ingés, donc des bacs plus 5, ou 3 ou 5, en informatique. La vraie difficulté, elle est sur les publics qui sont infra-bac. Et c'est là où nous, MEDEF, avec Patrick et la commission, on essaye, on va essayer de se mobiliser fortement. En tout cas, je sais qu'on est attendu. Ça, il n'y a pas de sujet. Je sais qu'on est attendu. Mais pour moi, on doit tout faire pour éviter la double peine. Et moi, ce qui aujourd'hui me préoccupe fortement, c'est ça. C'est comment on arrive à proposer à ces jeunes qui aujourd'hui sont des niveaux plutôt infra-bac, où ils n'ont pas forcément les réseaux, où ils n'ont pas forcément les soutiens et autres solutions pour aller au bout de leur diplôme, et ben comment on va faire pour les aider ? Parce que ce n'est pas possible d'imaginer que cette année, ils soient eux aussi plantés. Pour nous, ce n'est pas jouable. Merci Xavier. Une première réaction, Madame la Ministre, évidemment, au propos de Xavier. Par rapport à cette question du stage, on va évidemment y revenir de façon très précise pour trouver des solutions. Sur la question du stage, nous avons besoin d'accélérer, de faire bloc et d'apporter des réponses. Aujourd'hui, tout à l'heure, ça a été dit, les conséquences de la crise sont multiples. Et quand on voit le degré d'anxiété des jeunes qui sont à la recherche de stage, qui se demandent si oui ou non ils pourront valider leur diplôme parce qu'ils trouveront ou pas le stage, nous avons plus que jamais besoin d'accélérer, de relever ce challenge, d'être à la hauteur de ce moment-là. Pourquoi ? Parce que je sais qu'aujourd'hui, les entreprises s'organisent avec les règles de télétravail, avec les contraintes que pose aujourd'hui cette crise sanitaire. Sauf qu'ils ne doivent pas être cette variable d'ajustement. Nous ne pouvons pas, et c'est les remontées. Vous savez, 3 fois par semaine, je suis avec des jeunes dehors, dans d'autres départements, sur d'autres territoires. La réponse est toujours la même. Les témoignages se ressemblent malheureusement. C'est « j'avais un stage, il a été annulé ». J'avais un stage, j'avais des pistes, elles ont été annulées, elles sont tombées à l'eau. 2 types de stages, les longs et les courts. Tout le monde est percuté. Et il suffit d'aller sur toutes les plateformes pour regarder le nombre de stages, il y en a de moins en moins. Donc, pour être à la hauteur de ce moment, nous avons besoin d'une mobilisation massive. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler au gouvernement pour porter, mais la même réussite que sur l'apprentissage. 550 000 apprentis cette année, nous avons battu tous les records. Pas parce qu'il y avait exclusivement le soutien financier. Ça a été un booster, un accélérateur. C'est parce que les entreprises se sont engagées, ont créé les missions également. Et donc, résultat des courses, quand le partenariat, quand les énergies convergent dans le même objectif, alors on réussit. Maintenant, nous avons un défi. C'est le défi d'apporter des réponses, d'ouvrir ces offres de stage et surtout de ne pas les annuler si elles sont engagées, parce que c'est toute une jeunesse qui aujourd'hui est en situation d'anxiété, qui en a besoin pour valider ses diplômes. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, ces jeunes-là, demain seront des salariés, seront des créateurs d'entreprises. C'est cette énergie vive de notre pays. Et il ne faudrait pas que des marques entreprises en pâtissent, parce que c'est ça. Il est où le sens ? Il est où l'engagement de l'entreprise ? Vous savez, moi, je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement. La jeunesse, elle a besoin, elle a soif de stage, elle a soif d'emploi, elle a soif de sens. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'une jeunesse qui a envie, une jeunesse qui arrive avec cette énergie, avec ce panache dans la période que nous vivons. Alors, il faut converger. Et c'est pour ça que je suis certaine qu'avec des partenaires comme vous, aujourd'hui, nous réussirons à trouver les voies et moyens pour apporter des réponses aux plus jeunes, aux étudiants, mais également aux entreprises qui sont déjà dans un engagement ferme. Mais là, on peut passer un cran.
Alors, Madame la Ministre, vous évoquez ces témoignages que vous récoltez, que vous entendez sur le terrain, 3-4 jours par semaine. Il semblerait qu'aucun territoire n'échappe évidemment à ce phénomène et à ces tendances. On va découvrir justement, les équipes du MEDEF 44 sont parties à la rencontre de certains jeunes. On va découvrir leurs témoignages en vidéo et on se retrouve juste après. Je m'appelle Émilie Lamour, j'ai 21 ans et je suis en bachelor responsable de développement commercial, option banque assurance, dans un centre de formation à Nantes qui s'appelle l'Intelligence Apprentie. Je m'appelle Clémence, j'ai 21 ans et donc je suis volontaire service civique à Harmonie Mutuelle sur la mission réduire la fracture numérique. Je m'appelle Manon Gaudré, je suis alternante au MEDEF 44 en tant qu'assistante communication et événements, et en parallèle je suis en master 1 à l'ISEG, donc une école de communication sur un master en communication globale et stratégie d'influence. Je m'appelle Romain Jagu, je suis analyste fusion-acquisition au sein de Grand Ouest Ingénierie Financière, qui est le service de fusion-acquisition de la Banque Populaire Grand Ouest. J'occupe ce poste depuis 2 ans dans le cadre de mon master finance de l'IAE de Rennes. Bonjour, je m'appelle Ludivine, j'ai 23 ans. Et je suis apprentie chez Goubou Imprimeur en tant qu'aide fabricante. Je suis Alice Picard, j'ai 23 ans. Je suis en master de droit du numérique à l'université de Rennes 1 et en parallèle, je fais partie des 250 alternants qui ont été recrutés par Harmonie Mutuelle en septembre dernier. Je m'appelle Mélissa Rémy, je suis actuellement en master 2 droit social approfondi à l'université de Nantes et je suis également en alternance au sein du MEDEF 44. J'ai participé à un career meeting où on avait l'occasion de rencontrer des recruteurs et du coup le MEDEF 44 m'a contacté pour faire un entretien qui s'en est suivi d'une embauche. J'ai trouvé grâce à une annonce sur le site Indeed sur lequel il y a des annonces à la fois d'alternance, de CDD mais aussi de CDI. Et j'ai postulé et assez rapidement j'ai eu un entretien. Par le biais de mon ancienne alternance sur Saint-Nazaire, sur les réseaux professionnels LinkedIn. Je l'ai trouvé via la plateforme de l'université. Le responsable du Master 2 nous a publié l'offre qui avait été partagée par le MEDEF 44. Le poste actuel, je l'ai trouvé notamment grâce aux portes ouvertes du CFA. La principale difficulté, c'est l'absence de réponse des entreprises. On n'a pas toujours de réponse ou alors on a des réponses 2 mois après. J'ai donc fait pas mal de candidatures spontanées pour lesquelles je n'ai malheureusement pas eu de retour pour la plupart. Donc voilà, je dirais le peu d'offres d'alternance. J'ai eu énormément postulé. J'ai fait face à de nombreux refus tout au fil de mes candidatures. Et donc les principales difficultés ont été le nombre de refus que j'ai essuyé. Il y a beaucoup de choix d'offres, donc il faut vraiment cibler ce qu'on souhaite. Et il y a beaucoup de candidats aussi, donc c'est assez difficile, mais il y a toujours une offre qui nous correspond. Le nombre de refus ont été particulièrement compliqués. C'est vrai qu'à force de postuler, certains recruteurs ne prennent pas forcément le temps de nous répondre ou répondre à notre candidature. Alors ce que je donnerais comme conseil, c'est de contacter les CFA qui les mettront en relation avec les entreprises. Ils ont pas mal de contacts et de chercher aussi de leur côté pour postuler et ne pas hésiter à les relancer 2-3 jours après avoir postulé. Le conseil que je pourrais donner, c'est tout d'abord de bien adapter la lettre de motivation à l'offre qui est parue, mais aussi de bien se renseigner sur l'entreprise pour pouvoir après, en entretien, démontrer ce que vous pouvez leur apporter. Je dirais qu'il ne faut rien lâcher. C'est pas parce qu'on a beaucoup de retours négatifs ou pas de retours qu'il faut abandonner. Il faut être persévérant et puis on finira par trouver. C'est de se lancer. De toute façon, c'est sur la motivation. Il n'y a pas besoin de diplôme prérequis, donc lancez-vous. Voilà donc pour ce témoignage, les équipes du MEDEF 44 qui sont parties à la rencontre de ces jeunes. On connaît et on sent en tout cas leur pugnacité, leur détermination. Ils ont trouvé évidemment des solutions dans les entreprises.
Pour autant, on retient quand même, pardon, alors vous allez dire que les journalistes s'intéressent toujours à ce qui ne va pas, pour autant, dans les difficultés qu'ils ont rencontrées, j'ai noté le témoignage, la principale des difficultés, c'est l'absence de réponse des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, Patrick Schepp, ne répondent pas, ne prennent plus la peine de répondre. Alors, deux choses. Bon, d'abord, avec la situation, les services RH, les services paye, enfin tous les services support, ils sont noyés. Hein, parce qu'ils n'ont jamais vécu une période comme en ce moment. Je m'adresse plus à nos politiques, mais par exemple, je vous donne un exemple pour bien comprendre. Si vous connaissez les règles d'indemnisation de chômage, le mois même où vous êtes en train de définir la quantité de chômage éventuelle qu'il faut faire, c'est quand même compliqué à gérer tout en même temps. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Je pense que dans nos boîtes, on a eu raison, Madame le ministre a eu raison de rappeler l'image de marque de l'entreprise, les forces vives, comme ça a été dit. Effectivement, la consigne, c'est de répondre à toutes les demandes, mais évidemment, on a plein de demandes. Donc, c'est un phénomène de saturation. Donc, il ne faut pas en vouloir aux entreprises qui ne répondent pas. C'est pas ça qui est important. Moi, par rapport au témoignage qu'il y a, je vais juste rajouter un truc. Alors, c'est peut-être un peu ancienne école, ce que je vais dire. Envoyer des milliers de mails sans vraiment préciser les choses, etc., je ne suis pas sûr que ça serve vraiment. C'est un avis personnel, on peut en débattre. Je pense que, enfin moi, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je pense que je prendrais mon sac et je ferais le tourner des boîtes. Comme Xavier Tossivin l'a rappelé, le MEDEF, c'est 90% de PME. Accéder au patron de PME, je vous dire un truc, hein, c'est le soir ou le matin de bonne heure. En journée, c'est pas la peine, il est au boulot. Le soir, il n'y a plus son assistante. Il est souvent tout seul avec sa petite boîte. Allez-y à ce moment-là avec votre CV. Déjà, le mec, il va être bluffé. Il va se dire, ah, courage, le candidat, le courage de venir me voir à 6h, 6h30. Il insiste pour, encore une fois, l'humain. Et là, à ce moment-là, ça ouvre une porte. Et peut-être qu'il ne prendra pas, mais il a peut-être un copain qui. Et hop, ça ouvre un réseau. Ça, c'est juste peut-être un autre élément qu'on n'a pas mis dans le film, que je n'ai pas vu là-dedans. Mais je pense que c'est quelque chose à ajouter. Faites-le. Ça marche. C'est l'humain qui marche. Allez sur le terrain. Voilà. Xavier Tossivin, une remarque ou une réaction par rapport à ces témoignages qu'on a entendus. Effectivement, je disais pugnacité, on lâche rien, on a fini par trouver. Pendant ce temps-là, beaucoup d'autres se sont cassés les dents et attendent toujours, silence, après les envois, en tout cas, des candidatures. Je crois qu'en effet, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est compliqué. Donc, dire qu'en envoyant 30 CV, ça va suffire, c'est pas sérieux. Et bien évidemment, il faut pas lâcher. Et le problème qu'on constate, c'est que moi, je crois que la vraie différence, ce sont les réseaux et la capacité à pouvoir nous générer et entraîner au succès des jeunes qui n'ont pas ces réseaux. Concrètement, je crois aussi que, en effet, si on prouve et si on montre aux chefs d'entreprise qu'on est volontaire, disponible et dans des rythmes d'entreprise, c'est-à-dire en effet tôt le matin et tard le soir, on a une chance de pouvoir accéder aux décideurs. Et ensuite, tout ne s'arrête pas à l'envoi de CV et à l'envoi d'email. Je pense qu'il faut être capable derrière, en effet, d'aller provoquer, d'aller à la rencontre et en même temps avoir confiance en soi pour montrer qu'on n'est pas un coût, mais une plus-value et porteur de valeur, y compris à 18, 17 ou 16 ans ou 22 ans. Alors, dans ce que j'ai lu et ce que j'ai retenu, on a vu des témoignages avec des gens qui n'ont jamais lâché. Et ça c'est chouette. Maintenant, on sait très bien que malheureusement, ceux qui se sont plantés ou ceux qui n'ont pas réussi, on ne les a pas vus ce soir, puisqu'ils ne sont pas là pour témoigner. Mais il y en a, bien sûr, qui sont au bord de la route. Néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de dispositifs qui permettent de continuer à les accompagner et à les mettre en mouvement. Et moi, je suis plutôt optimiste. Donc, j'ai envie de dire que normalement, si le projet est bien construit et qu'ils sont bien soutenus, encadrés et coachés, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est pas simple. Donc, m'expliquer par contre qu'on est arrivé au bout d'une recherche, au bout de 30 CV envoyés, c'est une vaste blague. Et faire croire aux jeunes que c'est facile, c'est pas vrai. Et là, il ne faut pas faire de fausses promesses. Et je pense qu'il faut qu'on soit très clair entre nous. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises soient claires pour dire ce qu'on attend d'eux et ce qu'on veut. Et bien leur faire comprendre aussi qu'ils ne sont pas qu'un coût, en effet, mais aussi vraiment on sur eux pour créer de la valeur au présent et au futur. Mais il faut aussi que derrière, les jeunes qu'on reçoit ou qui potentiellement sont intéressés, eh bien, à minima, les codes de l'entreprise ou les codes du fonctionnement collectivité. Et ça, c'est pas simple toujours. Et on sent là aussi des vraies difficultés, des vrais décrochages parfois. Madame la ministre, une réaction par rapport au propos de Xavier et également de la vidéo. Une réaction extrêmement courte. Cette vidéo, elle a montré 3 types de profils. Des services civiques, des stagiaires et des alternants. Sur la question des alternants, il y a eu, avec le plan Un jeune, une solution,
solution, c'est quand même 6,7 milliards d'injectés. Enfin, je pense qu'il faut rappeler les masses d'investissement parce que c'est ce qui permet de booster le moteur. 6,7 milliards, résultat des courses, 550 000 alternants, on en a vu, et eux, ça a plutôt bien pris. Parce que si ton alternant il est mineur, c'est 5 000 euros. S'il est majeur, c'est 8 000 euros. Si tu as moins de 26 ans, c'est une prime de 4 000 euros à l'embauche. Sur la question de l'embauche, ça a été stimulé. De l'autre côté, on avait une jeune en service civique. Pourquoi elle dit, c'est la seule qui dit d'ailleurs, faut choisir, tellement il y en a des missions. C'était quand même assez, ça dénotait par rapport aux autres. Mission de service civique, 245 000 missions aujourd'hui financées dans le plan Un jeune, une solution. Donc une volonté extrêmement forte de l'État de porter financièrement cet engagement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse, quel que soit son territoire, son profil, elle a soif de sens. Elle veut du sens. Donc oui, elle a besoin évidemment d'être en contact direct avec le dirigeant et il faut qu'elle soit persévérante et il faut qu'elle soit dans cette énergie, dans cette construction. Mais elle ne regarde plus l'entreprise de la même manière. Elle rêve moins aujourd'hui d'un CDI que d'une aventure au sein de l'entreprise. Et donc ce rêve-là, cette volonté-là, cette énergie-là, demande aussi aujourd'hui à nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, d'accompagner ces envies. Comment elle peut faire ? Là, c'est toutes les questions de la gouvernance, la question du sens, de l'impact, de l'engagement sur le territoire. Parce qu'on a d'un côté des entreprises qui n'arrivent pas à trouver des jeunes à recruter, ou même des salariés tout court, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et sur notre territoire. Donc, comment on accélère, comment on crée de la pétence plus fortement. Et de l'autre côté, nous avons des jeunes qui, sur la question du stage, ne trouvent pas. Et là, on est en train de travailler. C'est pour ça que je suis là aussi ce soir. Les travaux que nous sommes en train de mener aujourd'hui au gouvernement, ils sont multiples. La question des conventions. Comment on les rend plus flexibles ? Est-ce qu'il faut du multituteur ou pas multituteur ? Est-ce qu'il faut des calendriers plus larges parce qu'on est dans une période aujourd'hui particulière ? Comment on conjugue présence et distanciel sur une question du stage ? On sait à quel point c'est important. Sur la question du réseau, oui, c'est vrai, Xavier a tout à fait raison. Le réseau est un frein aujourd'hui au développement, en tout cas dans l'accès au sein du monde économique. Pour ça, on va lancer, sous l'autorité du président de la République dans quelques c'est imminent, on va lui laisser la primeur des annonces, mais un grand chantier sur le tutorat et le mentorat. Parce que la puissance que tu as, quand tu as quelqu'un qui te fait confiance, pour casser ce plafond de verre, pour y croire, pour te dire voilà le chemin, simplement le conseil de Patrick, faut venir après 6h30. Si on ne te l'a jamais dit, comment tu fais ? T'envoies 30 mails, 40, 50, 100. Si on à un moment, on ne te guide pas, si on n'est pas dans le compagnonnage, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'apprentissage est une excellence. C'est parce qu'il y a du compagnonnage, parce qu'il y a du partenariat. Et là, sur la question des stages, au-delà des conventions, au-delà évidemment de comment on le module, comment on le rend encore plus accessible, il y a le dernier point qui est aujourd'hui la réflexion sur une incitation également financière, comme nous avons su le faire autour de l'alternance et de l'apprentissage. Mais plus que jamais, nous avons besoin d'une vraie mobilisation du pays. Alors, on va revenir évidemment, Madame la Ministre, sur l'incitation, la question du coût qui a été évoquée sur les incitations financières, sur les règles aussi d'assouplissement qui encadrent le stage et ses conventions. Patrick Chef, je voudrais qu'on revienne quand même sur ce que évoquait Madame la Ministre, proposer ou répondre aux attentes, aux aspirations des jeunes aujourd'hui, d'avoir du sens et puis simplement de pouvoir les accueillir quand les carnets de commandes prennent 25% en moins. Est-ce que les entreprises aujourd'hui ont la capacité d'accueillir des stagiaires, des alternants, quand leur niveau d'activité tout simplement a baissé ? Alors, parler au nom de toutes les entreprises, c'est pas si simple que ça, parce qu'on a tous les cas. On a des activités en hyper-croissance quand même. On n'arrête pas de dire que tout s'effondre. Oui, il y a des pans qui sont en arrêt. Bon, on va pas les redécrire, on les connaît tous. Il y a des pans qui sont en hyper-croissance. Alors, on n'en parle pas, ceux-là, mais pourtant, ils existent. Je vais parler de tout ce qui est commercialisation différente, le e-commerce, etc. C'est en hyper-croissance partout dans le monde. Bon, ça crée plein de nouveaux postes, plein de nouveaux jobs, plein de nouvelles formations. Alors, les entreprises, moi, je pense que c'est... Franchement, on vit une crise incroyable. On n'a jamais vécu un truc pareil. Le dirigeant, on ne peut pas demander tout au dirigeant. Il ne peut pas sauver et tout. Heureusement, on a la chance que l'État a été vraiment au rendez-vous. Il faut se rappeler de l'histoire. On peut critiquer, mais à la place de l'État, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Ils ont été là. Ils ont mis en place ce qu'il fallait tout de suite en urgence pour au moins faire en sorte qu'il n'y ait pas une explosion sociale immédiate. Il faut quand même se rappeler de ce qui s'est passé en mars. Juste après, il y a eu le plan de relance. Et les plans de relance, parce qu'il y a un deuxième plan de relance en construction, en visant de se dire je donne plus de l'argent pour rien faire en quelque sorte,
Je résume, hein, mais c'est un peu ça. Pour compenser des pertes de salaire si les gens étaient vraiment au chômage, comme dans d'autres pays, parce que dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on a la chance qu'on a une espèce de ressort social incroyable. Bon, et l'État était au rendez-vous. Et là, maintenant, on remet de l'argent. Enfin, quand je dis on, c'est notre argent. Hein, c'est l'argent de l'État. C'est nôtre. On remet de l'argent très fortement pour essayer de relancer des activités. On les a citées dans l'énergie, dans l'écologie, dans le numérique, dans la transformation des entreprises, dans la modernisation des outils de production. Tout ça, ça a été fait, mais à une vitesse incroyable. Tout le monde, l'État, incroyable, franchement. Et derrière, il y a le problème dans tout ça d'intégrer les jeunes dans les plans de relance. Moi, je pense que pour bien répondre à la question, il y a deux réponses. La première, c'est vraiment si tu as une toute petite boîte et que tu es en galère, je peux comprendre que tu ne prennes pas un stagiaire. Il faut le tolérer, il faut l'accepter et on ne va pas le montrer du doigt en disant « Ah, c'est le vilain patron, on ne prend pas de stagiaire ». On peut le comprendre. À une certaine taille d'entreprise, le coût du stage, bien sûr, il y a un coût. La ministre l'a rappelé. On est tous en train de faire des plans de réduction. Vous regardez dans la presse, tout le monde fait des plans de réduction de coûts. Alors, ça passe parfois un peu par des plans sociaux, mais pas que. Si on baisse des coûts d'un côté, c'est pas pour en augmenter d'autres. Donc, à chaque fois qu'on accueille quelqu'un, il y a le coût du stagiaire, mais il y a le coût du tutorat, du compagnonnage. Et quand on nous dit qu'il faut faire massivement du télétravail pour des questions sanitaires, on comprend ça. Moi, je ne vois pas tellement comment en télétravail, on va accueillir le stagiaire dans son salon. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle injonction contradictoire? On demande aux entreprises de télétravailler et dans le même moment, on leur demande de recruter des stagiaires et des alternants. Comment ils font? Présenté comme ça, oui, ça fait une contradiction. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est ce qu'on vient de dire, c'est mettre de la flexibilité. Moi, je ne suis pas un fan du télétravail. Je pense que c'est comme tout. On ne peut pas dire 100% de télétravail. Franchement, il faut un moment. Mais même les gens, ils n'en veulent pas. Même les salariés n'en veulent pas. Les gens, ils ont besoin, on a tous besoin de relations sociales et de travailler ensemble. Ça dépend des métiers. Vous avez des métiers où vous travaillez tout seul sur un programme d'informatique ou sur un développement, tout seul. À la limite, vous êtes mieux chez vous, plus performant. On l'a vu dans les diagnostics, tu peux être plus performant pendant 4 heures, 10 heures chez toi parce que tu es à fond sur un dossier. Autrement, tu es dérangé par tous les collègues et tu mets la semaine. Mais tu as plein de boulot où c'est un travail d'équipe. Celui qui pilote des chantiers, je vois Chiara qui dirige le groupe Bouillet. Bon, quand tu diriges des équipes qui produisent, qui sont dans les ateliers, je vois pas bien comment toi, le manager, tu es dans ton canapé à faire du mail et expliquer ce qu'il faut faire. Il faut vivre avec les gens et par rapport à donner du sens, parce que c'est aussi ça le sujet. Dans la période actuelle, pour donner du sens, le manager d'aujourd'hui, ce qui a changé, alors il y a les grandes théories, on peut faire bac plus 40 en management, hein, je pense que Xavier, il en connaît un rayon. Mais moi, je m'adresse à Xavier quand on parle de la théorie du management, parce qu'on a la chance d'être dans une école extraordinaire. Mais je pense quand même que le bon truc, c'est de revenir à des choses simples. Il faut dire les choses. Qu'est-ce qu'on attend réellement du jeune quand il vient en entreprise? Qu'est-ce que lui, il attend vraiment? Pas se mentir. Qu'est-ce qu'il attend vraiment? Est-ce que ça correspond bien à ce qu'il veut? Il faut être à peu près sûr de ça. Et après, le manager, il doit défendre ses équipes coûte que coûte. Il défend son stagiaire, il défend son équipe, même par rapport à son patron, qui lui dit « ouais, ça marche pas », il défend quand même son équipe. Parce que s'il la défend pas, il ne crée pas la confiance avec son équipe, c'est pas un bon manager. Ça, c'est clair. Et le dernier point, pour essayer encore d'avoir des stages, je vais finir là-dessus, effectivement, il faut aller à la rencontre humaine. On est dans un problème humain, là. On le vit tous là. On a tous des enfants, on a tous des gens dans notre famille, de plus en plus, éventuellement touchés, plus ou moins graves, où ça crée un scénario de peur. Et il faut respecter la peur. Il y a des gens qui ont peur de se mêler avec d'autres. Moi, je peux vous assurer une chose, c'est que dans nos entreprises, avec le MEDEF, on a fait énormément de films, énormément d'explications pour expliquer que les conditions sanitaires sont hyper bien respectées, sont hyper bien mises en place. Et pour les jeunes qui cherchent des stages en ce moment, au-delà d'aller voir les patrons à 6h30 le soir ou à 7h le matin, il y a un truc aussi qu'il faut ajouter, envoyer des tas de mails. Bien sûr, on est dans un monde numérique et on vit dans les réseaux sociaux. Ce qui marche mieux, c'est les réseaux sociaux. Vous avez tous des copains, de copains qui sont dans des boîtes. Donc vous êtes au courant où sont les stages. Ça va aller beaucoup plus vite. C'est pas la peine d'envoyer des mails dans tous les sens. Moi, je reçois aussi, ça sert à rien. Il vaut mieux faire un bon courrier, mais bien tourné, bien ciblé. Et puis il y a un truc qu'on se dit tous, vous savez ce qu'ils aiment bien l'humain? Il y a un truc qu'il aime bien, c'est parler de lui. Donc les jeunes stagiaires, parlez pas que de vous dans les courriers. Parlez de la boîte du mec, parlez du patron, il aime bien. On a un peu des égos. Les patrons, ils ont un peu d'ego. Ils aiment bien qu'on parle d'eux. Il faut en profiter.
C'est évoqué dans un des témoignages. Il faut le faire plus. Effectivement, merci Patrick. Sur les règles d'assouplissement des stages, je me tourne un peu naturellement vers vous, Xavier. Je vais reprendre très rapidement les propos de la ministre du Travail hier et de l'Emploi et de l'Insertion, bien entendu, Elisabeth Borne, pour ne pas la nommer. Elle était, je crois, à France Info. Elle nous dit: je dis aux entreprises de continuer à accueillir des stagiaires, mais il faut aussi qu'on assouplisse les règles sur les stages obligatoires dans les diplômes pour permettre qu'ils se fassent à un moment où la situation économique et sanitaire sera meilleure. Ça, c'est la panacée de retarder ou de reporter ou de neutraliser. Je crois que reporter, c'est pour le supérieur. Je crois que c'est ce qu'elle a évoqué, pour le supérieur. C'est une solution, bien sûr. Faut pas la négliger. Je crois qu'il faut, de toute façon... Situation exceptionnelle, il faut tout imaginer. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se raconter d'histoire. On a fait quand même en peu de temps des progrès énormes. Il y a des dispositifs qu'on nous dit c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. En 2 mois ou en 3 mois, on a tous fait des progrès. On a gagné 2, 3 ans, 4 ans. C'est ce qui nous rend d'ailleurs optimistes après pour l'avenir. Parce que nos entreprises, nos organisations, la fonction publique aussi. Enfin, nous, on travaille beaucoup avec la Directe, vous en doutez bien. Enfin, la Directe a fait des progrès aussi monumentaux. Enfin, en tout cas, sur ce territoire, c'est la réalité. On a des liens aujourd'hui simplifiés avec les administrations, même s'il y a encore des progrès à faire, je vous rassure, croyez-moi. Mais néanmoins, on a fait tous collectivement des progrès. Et ici, puisque vous êtes dans un établissement d'enseignement, je peux vous dire qu'il y avait des profs, des enseignants, qui disaient mais jamais de la vie, on passera nos journées ou on fera des cours à distance. Machin, c'est pas vrai, nous c'est le présentiel ou rien. Et or, ils n'avaient pas le choix. Du jour au lendemain, on a basculé à 100%. En distanciel, 100%. Et ça s'est très bien passé. Et ça ne nous a pas empêché l'arrivée de diplômés. Mais donc, ce qui est certain, c'est que si vous voulez, cette option qui est proposée par la ministre, elle est loin d'être idiote. De toute façon, on ne doit rien s'interdire. Je veux dire, de quel droit on irait imaginer que ça, c'est bien ou pas bien? Il faut être efficace. Les entreprises, elles ont des besoins en hommes et en femmes aujourd'hui sur ce territoire. C'est une réalité. Si on dit c'est ça et pas autrement, ou on dit ça parce qu'avant on est dingue. Non, je pense que et là, les jeunes ne comprennent plus. Donc, de quel droit on irait dire ça, c'est bien ou pas bien? Donc, moi, je suis d'accord pour dire oui, pourquoi pas, décalons. Moi, mon souci, je répète, c'est d'avoir en tête que collectivement, il faut qu'on s'interdise rien. Si on avait imaginé en juillet qu'il se passerait ce qui s'est passé pour l'alternance, on nous aurait pris pour des dingues. On nous aurait dit, mais de toute façon, c'est pas possible. La preuve, ça a été réussi collectivement. Pourquoi est-ce que sur les stages, on ne pourrait pas réussir aussi cette année? Alors, moi, il y a des sections qui m'inquiètent. Quand vous êtes aujourd'hui élève dans une section qui est par exemple liée au sanitaire et social, aux EHPAD ou à tout ce qui est hospitalier, c'est sûr que ça devient très compliqué parce que les règles qui sont imposées par le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé, sont extrêmement contraignantes. Mais en dehors de ces champs-là, sur lesquels je crois qu'il faut être ultra imaginatif, en dehors de ça, on peut tout inventer. Mais moi, par contre, ce qui est clair, c'est que si là je raisonne au niveau des entreprises et que j'écoute les chefs d'entreprise, ils vous disent quoi? Ils vous disent, bon alors, il y a la barre des 8 semaines. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu. Moi, je ne suis pas dans les confidences d'Emmanuel Macron. Je n'étais pas hier dans sa délégation. Donc là, vous nous emmenez sur la gratification, là. Hein. Mais bien évidemment. Tranquillement. Bon, je vous emmène. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût caché au stage. On a parlé d'alternance tout à l'heure. Le rôle du tuteur, il est primordial. Donc c'est bien sûr que le coût salarial, le coût chargé a été diminué. Mais enfin, quand vous avez un alternant dans votre boîte, c'est bien pour vous en occuper. Sinon, c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, sinon on n'est pas responsable. Donc on doit être extrêmement vigilant là-dessus. Moi, je préfère 10 fois les entreprises qui me disent je ne souhaite pas accueillir cette année d'alternant parce que j'ai pas la possibilité de bien le former, de bien l'accompagner, parce que je considère que ça c'est sérieux, mature et responsable par rapport à un jeune. Pour les stages, c'est la même chose. Pour les stages, je souhaite vraiment que les entreprises qui jouent le jeu des stages les accueillent et que les tuteurs soient au rendez-vous. Et donc là, en fait, après, il y a la notion du coût. Les 8 semaines, vous savez, vous avez inférieur à 8 semaines et supérieur à 8 semaines. Alors là, paf, il y a le coût près. Il y a inférieur à 8 semaines, c'est gratuit, si je résume un peu. Et puis au-dessus... là, vous passez à 15% du plafond de la sécurité sociale, donc autour de 600 euros, à peu près. 580. Mais le coût de l'indemnité du stage, il faut y rajouter plus cher qu'un alternant, in fine. Et il faut y rajouter le coût du tuteur. Parce que le tuteur, quand il est avec le stagiaire, et derrière, ça coûte à l'entreprise le temps que va accorder le tuteur au stagiaire. Donc moi, je pense que, je ne sais pas du tout si Madame la ministre a prévu de nous annoncer des très bonnes nouvelles sur ce territoire, mais si vous avez envie, parce que je sais bien que vous êtes nantaise, donc on est prêts, nous, à tout essayer ici, c'est ça qui est bien.
Nous, on est prêts à tout. Et les entreprises du territoire, elles sont prêtes à essayer éventuellement des nouveaux dispositifs, des charges exceptionnellement peut-être reportées ou des gratifications qu'on pourrait éventuellement éliminer cette année. Mais parce que c'est à titre exceptionnel. C'est pas parce que je veux de la main-d'œuvre à zéro, parce qu'on va voir ça après. On va dire, ouais, le MEDEF, une fois de plus, vous voulez tout pour rien, machin, etc. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, le coût aujourd'hui d'un jeune qui n'est pas en stage, le coût social, c'est monstrueux. Et donc moi, je préférerais aujourd'hui, je souhaiterais qu'on nous propose éventuellement, de manière exceptionnelle, peut-être sur une période transitoire, hein, c'est bien inscrit comme ça, hein, avec peut-être aussi derrière des engagements de volume. Peut-être, hein, des engagements de volume, pourquoi pas, j'en sais rien. En tout cas, derrière, qu'on nous dise, voilà, cette année, ça coûtera 0. Quel signal on enverrait à ce moment-là au chef d'entreprise sur ce territoire ou dans cette région? Ça serait formidable. Une réponse, Madame la Ministre, à ces propos. On arrive à une situation quasiment ubuesque qu'un alternant coûte moins cher qu'un stagiaire, hein, globalement, avec toutes les aides de l'État aujourd'hui. Hein. Non, c'est pas une situation ubuesque, c'est une volonté extrêmement ferme de porter aujourd'hui l'alternance parce que c'est une voie d'excellence. Et donc c'est un choix de compagnonnage, de formation. Et le stage et l'alternance sont absolument pas des dispositifs à mettre en concurrence. Ça répond à deux besoins totalement différents. Ça, c'est pour le premier point. Sur le deuxième point, oui, effectivement, on a un territoire qui est extrêmement engagé. Et moi, je suis absolument dans la même ligne que ma collègue Elisabeth Borne, ministre du Travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... ça ressemble un peu au plan Un jeune, une solution. Il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a pas une réponse magique. Ça n'existe pas dans cette période. Par contre, il y a une multitude de réponses. C'est pour ça quand elle dit, évidemment, on est en train de voir pour rallonger les calendriers, assouplir. Ça va répondre à une partie. On va parler des étudiants. Il y en a plein de genres différents. Vous en avez qui sont en CAP, en BEP, vous en avez qui sont en BTS, il y en a qui sont à l'université, il y en a qui sont dans des écoles techniques ou des écoles beaucoup plus générales. Eh bien, chacun de ces étudiants a des besoins de stage différents. Et donc, peut-être que pour certains, on peut rallonger la durée. Pour d'autres, il est absolument primordial qu'ils puissent faire leur stage. Je pense au BTS en particulier, je pense au DUT, qui sont vraiment dans ce sentiment de couperet. Et donc, pour répondre à ce besoin-là réel, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est comment on crée de l'attractivité plus forte, comment on appelle à cette mobilisation collective. Et encore une fois, Xavier parlait du coût social. C'est extrêmement important, la vision du coût social. Aujourd'hui, un étudiant qui n'a pas son stage, il est dans une situation d'anxiété. Il est dans une situation de précarité au sens confiance en lui et dans sa capacité à se projeter dans son avenir universitaire, d'études, ou même au-delà dans son entrée sur le marché du travail. À l'inverse, ce même étudiant aujourd'hui sera un salarié qui peut-être demain n'aura pas confiance dans l'entreprise. Et donc le coût, il est social pour effectivement notre société au sens France-nation. Mais dans quel état l'entreprise va pouvoir le récupérer a posteriori? Et c'est là où le coût social, en fait, il est partagé. Et donc si collectivement on arrive à trouver les voies et moyens pour créer plus d'attractivité, peut-être plus de flexibilité sur certains sujets, de conventions, de calendrier, de stimulation, en tout cas, je veux dire, on n'a jamais été aussi rock'n'roll dans ce gouvernement. On a chaque fois pris un problème, essayé de trouver une solution, construit la solution ensemble et mis en œuvre. Entre mars, au début de la crise, et aujourd'hui, les plans, que ce soit le plan de relance, 100 milliards, que ce soit le plan Un jeune, une solution, que ce soit les réponses sanitaires, les relations avec l'État, n'ont jamais été aussi intenses entre les organisations syndicales, bien sûr, mais en fait tous les acteurs de notre pays. Pourquoi? Parce que les conséquences de cette crise sont différentes et elles évoluent au fur et à mesure que cette crise dure dans le temps. Donc là, on est en sorte de transition, un tournant sur la question des stages. Donc tout est à étudier, évidemment. Vous souhaitez, vous le dites souvent, être un accélérateur de la présence des sujets jeunesse dans tous les ministères. Vous évoquez la ministre du Travail, on l'évoquait ensemble. Est-ce que vous avez quand même le sentiment d'être entendu et encore au mieux être écouté par les ministres du gouvernement sur ces sujets-là? Et puis dans la même question, je dirais, est-ce qu'il y a une stratégie territoriale et une expérimentation très pratico-pratique qui peut se mettre en place sur notre territoire que vous connaissez bien et que vous affectionnez, bien entendu? Vous savez, au gouvernement, on joue collectif. Et donc oui, aujourd'hui, les travaux, la question de la jeunesse, elle est... on a l'impression des fois que c'est une expression, c'est la priorité du gouvernement. Mais c'est vraiment la priorité au quotidien. C'est cet élan, c'est cette énergie. Enfin, on parlait de l'après. Genre au moment où on sort de cette crise, au moment où les contraintes vont se desserrer. C'est cet élan, c'est cette énergie. Donc avec Elisabeth Borne, évidemment, c'est un travail commun et collectif parce que nous portons le plan Un jeune, une solution. Avec ma collègue Frédérique Vidal, nous portons la question évidemment de la précarité des étudiants, que ce soit la précarité alimentaire avec l'ouverture des restaurants universitaires ou encore la question du retour sur les bancs de la fac. On sait que la relation humaine,
Patrick en parlait, est absolument importante. C'est pour ça que le moral d'une partie de nos étudiants est au plus bas, parce qu'ils ont un nouveau besoin de sortir du tout distanciel. Se pose la question de l'engagement, se pose la question, évidemment, encore une fois, du stage, du retour à une vie qui ressemble à quelque chose. Plus que jamais, la jeunesse est la priorité du président de la République, mis en œuvre par nous, mais pour la réussir, et là pour le coup je l'assume pleinement, nous avons tous une part de responsabilité, une part de quelque chose à apporter. Parce que un jeune, il n'est pas tout seul. C'est un stagiaire ou un alternant, c'est un étudiant, c'est un fils ou une fille de quelqu'un, c'est un copain, c'est un ami. C'est un être humain, c'est le même. Et donc si chacun y met quelque chose, alors je crois qu'on réussira ce cap. Et sur le sujet qui nous importe aujourd'hui, on a une part de la réponse et les entreprises en ont une autre. Et donc si on arrive à tous les deux converger, on apportera la réponse nécessaire à ce moment. Patrick Schepp, merci Madame la Ministre. Patrick Schepp, des plateformes, des dispositifs, vous l'évoquiez au démarrage de nos échanges, il en existe. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui? Peut-être en citer quelques-uns très rapidement, hein, sans rentrer dans le détail. Ouais, parce que les listes, je crois que ça fatigue tout le monde. Et puis on a tout sur Internet. Donc je vais juste vous dire, bon, alors je vais commencer par le MEDEF 44. Puisqu'on était à l'origine de cet événement. Bon, on a quand même organisé beaucoup de rencontres journée entreprise. Ça, c'est essentiel parce que c'est, disons, un espace où les jeunes ont accès directement aux managers, aux dirigeants de boîte. Et s'ils sont malins, et c'est le cas, ils récupèrent des numéros de téléphone, des mails, enfin, il faut en profiter. Hein. On fait tous un peu de commerce, faire du commerce dès le début. Bon, ensuite, il y a d'autres actions type escalade d'entreprise. Escalade d'entreprise, il a lancé le déclic métier. Donc, c'est pour faciliter des visites spécifiques sur des métiers cette fois. L'UMM, hein, évidemment, la Fédération de la métallurgie, elle intervient elle, directement dans les écoles, pour expliquer les métiers de l'industrie. Bon, je pense que ça existe dans les autres fédérations, bien entendu. Je parle de lui parce que moi, je viens de l'industrie, donc je connais mieux lui, mais je peux vous assurer que ça existe aussi pour les autres fédérations. Et puis après, on lance des challenges pour les jeunes, des concours, des trucs. Créer une entreprise virtuelle, c'est comment? Donc ça, c'est un peu coaché par des chefs d'entreprise ou des managers pour tester des jeunes qui ont envie de jouer. Donc ça c'est pas mal parce que ça fait découvrir aux jeunes comment ça marche de l'intérieur une boîte. Et puis il y a les plateformes, les fameuses plateformes numériques. Vous avez Osons l'apprentissage. Donc ça, je ne vais pas le redire parce que tout a été dit. Donc les plateformes FAST. Et puis il y a une autre action qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. On apprend toute nos vies, hein. On ne sait pas tout. Même en vieillissant, on découvre que finalement, on a besoin encore de beaucoup apprendre et comprendre. Ça ne sert à rien d'apprendre tout par cœur. Il faut comprendre ce qu'on apprend. Et c'est la création de ces mini-entreprises dans des milieux scolaires qui permet de comprendre. Je vais vous dire un truc. Dans les entreprises, en ce moment, on disait qu'on fait tous, on n'a pas le choix de faire des plans économiques. Et aussi, vous voyez dans la presse, vous voyez parler de plans de performance collective. Alors c'est un truc un peu barbare. Globalement, c'est un truc qu'on fait avec les salariés pour dire mais comment on peut être plus performant dans un monde vraiment très ambigu, anxiogène, où les uns et les autres ne savent pas trop où on va. Il y a un vieux dicton qui dit on monte dans le car parce qu'on sait avec qui on est, pas forcément pas forcément en sachant où on va. Souvent, c'est plus important de savoir avec qui on est. On est sans doute plus sûr d'aller au bout de quelque chose qu'on va créer ensemble. Et dans ces plans de performance collective, moi, ce qui me surprend, je m'adresse un peu aux syndicats de salariés aussi, là, j'ai pas vu tellement de demandes dans la performance collective à des quantités de stages. J'ai pas vu tellement de demandes sur des quantités d'apprentissage. J'ai vu beaucoup de demandes qui concernent les salariés, et c'est tout à fait légitime. On comprend, parce qu'on vient d'expliquer les raisons. Mais je n'ai pas encore vu beaucoup de plans. Alors ça existe peut-être, hein, peut-être que Madame la Ministre en a vu. Mais je crois qu'à mon avis, dans les prochains plans de performance, parce qu'il y en aura plusieurs, il ne faut pas rêver, hein, ça va continuer, donc on va en faire d'autres, eh ben, il faut inscrire, nous les dirigeants, en tout cas, on pourrait inscrire dans le débat avec nos salariés que plutôt que de demander des tas de choses supplémentaires ou des négociations qui concernent vraiment ce qui existe en entreprise, on pourrait rajouter cette brique-là liée spécifiquement aux jeunes. Merci Patrick, évidemment pour l'évocation de ces dispositifs dont l'objectif est de créer du lien entre les jeunes et les acteurs économiques, on l'a bien compris dans vos mots. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Madame la Ministre, aujourd'hui et particulièrement sur ce territoire? Est-ce que vous avez des annonces à nous faire? Je viens de demander à Xavier si je peux le challenger un petit peu, puisque vous savez, moi je crois à l'intelligence collective. Donc je crois à cette capacité de construire et de penser en même temps. Eh oui. Et donc,
aujourd'hui, il y a une certitude, on est dans une période où on est dans cette économie de la considération. C'est ce que tu disais, Patrick. Quand tu montes dans un véhicule, dans un car, vaut mieux savoir avec qui tu es et peu importe où tu vas, mais tu vas arriver quelque part parce que tu as confiance. Cette considération, elle fait que des jeunes veulent venir, postulent, restent dans le temps, cassent ce turnover qu'on peut vivre. Comment on crée ? Comment on crée plus ? Comment on répond à des périodes comme celles que nous vivons que personne ne pouvait imaginer ? Eh bien, peut-être qu'il faut demander à ceux qui cherchent des stages de créer le stage, de challenger l'entreprise, de dire vas-y. Moi, je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment tu peux faire ton stage comme je le faisais avant dans mon entreprise. Par contre, peut-être que lui il sait. Et Xavier, tu as plusieurs casquettes. Mais toi qui as cette foi et cette volonté, tu as des étudiants qui sont dans cette capacité de créer, d'imaginer. Pourquoi on sait faire des hackathons, on sait faire plein de choses. Pourquoi pas imaginer des nouvelles formes de stage, des nouvelles missions. Et donc, au lieu de dire juste bah, je ne reçois pas parce que en fait je sais, c'est pas le moment. Eh bien, si on ouvre un tout petit peu la porte, si on entrouvre la porte, on dit mais, écoute, dans les conditions d'aujourd'hui, on fait pas comme d'habitude. Par contre, si tu es en capacité de proposer, imagine ton stage dans la période que nous vivons. Alors peut-être qu'on apportera cette créativité ou cette réponse dans un territoire qui est le nôtre parce qu'on sait jouer à la nantaise. Mais au-delà de ça, une réponse très claire plutôt au propos de Patrick. Oui. Un jeune sur 3 aujourd'hui veut entreprendre. Un jeune sur 3 veut créer une entreprise. Ça veut dire que notre jeunesse, elle a soif d'engagement, d'entrepreneuriat. Il y a un cap à passer. Évidemment, soutenir les juniors entreprises. Aujourd'hui, on sait que la règle, c'est que 10%. Il faut que les étudiants détiennent 10% du capital. Mais on peut stimuler, dans une période où on a besoin de créativité, stimuler les shadow comex, parce que ça te permet de penser la transition et la gouvernance de ton entreprise avec les richesses que tu as à l'intérieur. Moi, j'ai la chance de conjuguer jeunesse et engagement. L'engagement, ça peut être l'engagement collectif d'une entreprise, ça peut être les engagements de ceux qui sont dedans. Je crois que notre avenir collectif de notre économie, dans une période où on va vivre une relance, où il faudra de l'énergie, peut se conjuguer si on regarde les richesses qui sont à l'intérieur et si on entrouvre les portes pour regarder d'autres profils. Oser l'oralité. On sait qu'aujourd'hui, le stage, un des freins, mais comme l'embauche, c'est le diplôme, c'est le CV, comment il est présenté. Osons l'oralité. Inversons cet entretien d'embauche où tu regardes d'abord la lettre de motivation avant quasiment le speed dating. C'est pour ça que les actions du MEDEF sur pas les speed dating, mais les speed stages, les speed stages ou les speed alternances fonctionnent. Parce qu'un jeune, il a plein de talents, mais des fois, ça rentre pas dans les cases. Mais on sait que quand tu trouves le bon, tu le gardes, il performe. Et du coup, là, c'est un cercle vertueux qu'on engage. Alors, Madame la Ministre, vous évoquez l'entrepreneuriat, évidemment, chez la jeunesse et chez les étudiants notamment. Vous continuez de poser vos questions. On va pouvoir y répondre dans quelques instants via la plateforme evals.fr avec le code MED44. L'entrepreneuriat étudiant n'est pas une mode, nous dit, alors je cite Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une lame de fond qui rendra notre société plus inventive, plus résiliente, plus responsable. Alors, étudiantes, étudiants, n'hésitez plus, rejoignez le mouvement et venez dessiner le monde de demain. Est-ce qu'on dessine le monde de demain chez vous à l'EPSI, Xavier ? Est-ce qu'on crée des boîtes ? Est-ce qu'on crée des entreprises ici ? Évidemment qu'on en crée des entreprises. Oui, non, mais plus je suis un peu troublé là parce que on connaissait la réponse. Oui, non, mais évidemment, et heureusement, parce que alors on a une chance, c'est d'accueillir des étudiants qui sont portés bien sûr par la vague du numérique, mais ils sont d'une créativité absolue et on en est très fiers. Donc on en crée bien sûr des entreprises régulièrement, des jeunes diplômés créent leur boîte, oui, bien sûr. Vous les accompagnez, vous les encouragez. Il y a au-delà de l'ADN évidemment et de l'envie de chacun. On a un dispositif particulier parce qu'on a un incubateur intégré. Donc on est particulièrement en pointe et on a non seulement bien sûr les moyens de les accueillir physiquement, mais en plus de les suivre. C'est-à-dire qu'on a des coachs, on a des formateurs, on a des chefs d'entreprise qui les parrainent. Donc on a un dispositif assez en pointe, je pense qu'on peut le dire, et qu'on a mis en place notamment ici dans ce nouveau bâtiment, parce qu'on est là depuis maintenant 24 mois. Mais des entrepreneurs à l'EPSI, oui, on en a beaucoup. Et d'ailleurs, on en a un, je crois, dans cette salle
il me semble, à qui on... Absolument, Xavier, excellente transition. Si en plus vous faites mon métier, c'est parfait. On va lui donner un micro, il est avec nous. Je préfère qu'il en parle lui-même. Il a un très joli prénom, il s'appelle Clément Luçon. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'entreprise Hublot. Vous êtes un ancien étudiant, fraîchement diplômé, puisque c'était en 2019. Mais cette entreprise, elle est germée, elle était dans votre cerveau depuis 2015. Racontez-nous un petit peu le contexte. Exactement, bonjour à tous. Donc moi, je suis associé avec Alexandre et Nathan. Et on est resté 5 ans à l'EPSI, diplômé il y a 2 ans. Et l'idée est arrivée en fin de 2e année, où on a eu la chance que le père d'Alexandre, en fait, qui est formateur dans le rayon marais de la grande distribution, a pensé un outil destiné à ces rayons de grande distribution et de poissonniers indépendants. Il avait l'expérience et puis nous, on avait le développement en tête. Donc on a réfléchi, on a construit notre application les 3 dernières années, je veux dire, de notre cursus. Et puis l'entreprise est née en 2019. Aujourd'hui, on séjourne au Palace. Je vois Mathieu dans la salle qui est le fondateur à côté. Et ça nous permet en fait de rencontrer un tas d'acteurs. Aujourd'hui, on se sent très bien dans cet écosystème. Et tout est né à l'EPSI, ouais, bien sûr. La réussite de Hublot, alors on va faire un peu de promotion pour le territoire, mais cet alignement de planètes, c'est l'EPSI, c'est le Palace, c'est les dispositifs d'accompagnement sur le territoire. Ouais. Quand on a préparé notre entretien, d'ailleurs, vous évoquiez peut-être l'importance de communiquer très tôt aux étudiants, dans les écoles, dans le monde académique, ces dispositifs d'accompagnement pour faire grandir ces jeunes pousses. C'est ça, exactement. Nous, au tout départ, à l'EPSI, on avait la chance de pouvoir mettre en application nos projets au quotidien en mettant Hublot en application. On challengeait notre idée à l'école et puis on avait tout un réseau de professionnels pour nous aider. À l'époque, on n'avait pas encore ce projet qui était mûri dans nos têtes et on ne s'est pas assez rapproché d'acteurs qu'on a à Nantes. Je pense à Réseau Entreprendre, enfin, dans toute la France, BPI, Initiative Nantes, qu'on a aujourd'hui saisi comme opportunité. Donc c'est très important pendant le cursus de pouvoir échanger directement avec ces acteurs-là, parce que quand on est jeune, qu'on a une idée, surtout en ce moment où c'est assez compliqué de rencontrer les acteurs facilement, on va dire, c'est de pouvoir tout de suite challenger son idée, avoir des retours de professionnels autour de nous, quoi. Bon, vous étiez étudiant, vous êtes aujourd'hui entrepreneur, c'était dans votre ADN, c'est l'environnement familial. Alors, ce n'est pas uniquement le père d'Alexandre, il a eu la très bonne idée où il vous a conduit vers ce marché-là, mais vous aviez tous les 3 la fibre entrepreneuriale? Tous les 3, pas nécessairement, non. Moi, je me suis dans un premier temps, donc on va dire après l'EPSI, j'étais donc dans l'entreprise de services numériques en tant que développeur. Je pouvais avoir ma carrière toute tracée. Et puis, j'ai eu des témoignages de gens autour de moi, notamment le père d'Alexandre ou d'autres, qui m'ont donné envie d'entreprendre et qui m'ont attiré vers ce milieu-là. Ça a complètement changé, en fait. Et aujourd'hui, je pourrais peut-être pas revenir en arrière parce que je me sens très bien, parce que j'ai un tas de sujets à traiter aujourd'hui et c'est complètement différent. Donc, ça a ouvert un panel de choses qui sont très intéressantes. Mais Nathan, comme moi, on n'avait pas cette fibre qu'a Alexandre de son père. Bon, on va parler un peu de Hublot très rapidement quand même, en quelques secondes. La vision à 3 ans, c'est quoi? Aujourd'hui, vous travaillez avec les GMS, il y a des potentiels business énormes sur votre filière et notamment sur d'autres rayons frais. Racontez-nous. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on travaille avec le client final qui va être la grande distribution ou le poissonnier indépendant. Et on a comme volonté de pouvoir remonter toute la filière, puisqu'on travaille avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent bénéficier aux marailleurs, aux bateaux, à la criée. Donc on a cette volonté de remonter la filière pêche. Et puis, le produit qu'on propose en grande distribution pour la poissonnerie aujourd'hui, ça peut très bien s'imaginer demain pour la boulangerie, les fruits et légumes, la boucherie. C'est des besoins, des demandes qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, on a 2 stratégies, une verticale, une horizontale. À nous de consolider tout ça. Et il faut construire une équipe autour de ça. Il faut plus de force pour se développer ces idées-là. Bon, d'autres rayons frais et puis des poissonneries indépendantes évidemment qui sont dans votre scope. Peut-être pour terminer, alors au-delà de s'accrocher sur les bonnes branches, les bons dispositifs, quels conseils vous donneriez aux jeunes et moins jeunes qui nous écoutent et qui veulent entreprendre aujourd'hui? Vous leur dites à vos copains, là, lancez-vous, créez votre boîte. Si la société vous offre pas une place, créez la vôtre justement en créant votre boîte. C'est exactement ça. J'ai des témoignages, moi, de gens de ma promotion, en fait, qui ont eu peut-être un moment l'envie d'entreprendre, qui se disent aujourd'hui que ça va être complètement difficile et je vais rester de mon côté. J'ai de la chance d'avoir un travail après mes études, je vais le garder. C'est pas le moment, en fait. Enfin, faut continuer à challenger son idée. Je parlais de ça tout à l'heure, c'est-à-dire de
pas perdre espoir, de rester acteur en fait dans l'écosystème, ne pas avoir peur en fait de se dire bon, je suis tout petit, je suis dans mon coin et on m'écoute moins aujourd'hui. Non, en fait, il y a des partenaires, il faut savoir les attirer. On parlait tout à l'heure un peu de séduction, hein, c'est un jeu de séduction, mais il faut savoir se vendre, il faut savoir parler à la bonne personne au bon moment, mais il faut y aller, il faut foncer. Et puis espérer qu'un jour, bah, voilà, on y ait moins d'isolation pour rencontrer plus de gens. Faut pas les oublier, ces gens-là, faut pas oublier les gens qui n'ont pas de stage ou pas d'alternance, mais faut pas oublier ceux qui viennent de l'obtenir parce que bah, ça a été dur avant. Ils ont leur alternance aujourd'hui. Faut pas se dire, voilà, tout est acquis. Donc, continuer, oser, et puis garder espoir, ça va revenir. Ça Clément Luçon pour Hublot, on peut l'applaudir évidemment pour son initiative, la pugnacité qu'il témoigne aujourd'hui, et l'occasion évidemment de saluer Alexandre et Nathan qui nous regardent très certainement. Comment est-ce qu'on peut donner, oui Xavier, allez, moi, une remarque. Je voudrais les féliciter parce qu'ils font partie des jeunes diplômés entrepreneurs, bien sûr, de l'EPSI, mais surtout qu'ils sont rentables. Ils sont rentables. Je veux dire, ça existe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que un bas de bilan, en fait. Non, mais c'est possible de gagner de l'argent au bout de 3 ans et sur un projet original. Et donc, merci et bravo. Voilà. Moi, après, j'ai un seul regret, parce que je remets ma casquette MEDEF, c'est qu'on ne sait pas assez les accueillir, hein, ce type de jeunes. Donc, il va falloir qu'on progresse, nous. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, bienvenue, peut-être. Alors, ça fera l'objet d'un autre débat, mon cher Xavier. Merci, effectivement, T'as un d'en parrain, parler. il s'appelle Mathieu, mais bon, vas-y. Merci. Madame la ministre, une réaction par rapport à cette histoire, cette aventure. Quand vous entendez Clément avec autant d'énergie, mais évidemment, vous avez foi en l'avenir. Et dans notre pays, moi j'ai vu des étoiles dans les yeux de Maurice. Je dis ça, je dis rien. Je pense que Clément, il y a une opportunité là. Mais parce que c'est hyper solide. Parce que c'est solide. Il y a effectivement une stratégie horizontale et une stratégie verticale. Que même dans des périodes, il y a 2 manières de voir les crises. Soit tu vois les crises comme quelque chose qui s'acharne contre toi et tu ne fais plus rien, soit tu considères que la crise est une situation d'opportunité. Et donc si tu considères qu'une crise est une situation d'opportunité, alors oui, des fois il faut faire le pas de côté, il faut être hyper créatif, il faut aller chercher un écosystème, ça demande de l'énergie, mais on peut considérer qu'une crise est une période d'opportunité. Encore plus économiquement, encore plus quand tu es dans une période de création, et peut-être c'est pas le moment de quitter son job pour créer sa boîte, mais on peut des fois conjuguer, on peut s'adapter, en tout cas il ne faut jamais arrêter de créer. Et je crois, vu le potentiel, s'il y a des gens qui nous écoutent, je crois que ça vaut le coup d'investir dans la boîte de Clément, d'aller le voir rapidement, parce qu'il y a un potentiel. On est un pays d'entrepreneurs. Maintenant, il faut s'en saisir. Et pour ça, moi, il se trouve que mon ministère, qui est en charge vraiment de la jeunesse et de l'engagement, aujourd'hui, il est sous la grande tutelle de l'éducation nationale en plus. Ce qui me permet une chose, qui est peut-être une vieille tradition française, d'ouvrir plus fortement les portes de l'école. Encore plus. Parce que il ne faut pas oublier qu'on est dans le même monde et lever tout ce qu'on a pu entendre ou voir pour que les élèves, les étudiants, les collégiens, les lycéens rentrent plus facilement dans les entreprises de leur vie, de leur ville, de leur territoire et inversement. Parce que je crois que quand les entreprises connaissent les jeunes et quand les jeunes connaissent les entreprises de leur propre territoire, qui voient tous les métiers qu'on peut y faire, que quand on est dans l'industrie, c'est plus qu'on imaginait, que le service, ça peut être passionnant et on peut faire plein de jobs à l'intérieur d'une même boîte. Quand on voit qu'on peut être... t'as quoi, 30 ? Un peu moins 25 28. Oh, je suis pas loin. J'entends Xavier dire « Oh non !» Non, mais À 2 ans près, c'est la jauge. Bon. C'est comme pour les sondages, il y a 3 points. 28. Typiquement, on est de la même génération. Vous imaginez le nombre de jeunes qui pensent peut-être pas qu'à 28 ans, on peut être chef d'entreprise ? Voilà, c'est des visages comme ça qu'il faut voir. Et donc, des rôles modèles, les ouvrir, les créer et les multiplier. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et de les mettre en avant. C'est ce qu'on fait également avec cette séquence portée par le MEDEF 44. Justement, Patrick Cheb, je me tourne vers vous. Est-ce que l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut sensibiliser les jeunes encore plus à la culture économique dans ce pays ? On sait qu'il en manque encore un petit peu. Rapprocher cette éducation nationale du monde de l'entreprise. C'est un vœu pieux, ça ? Non, alors des vieux pieux, on en a tous plein depuis des années. Oui, on manque de culture économique dans ce pays, ça c'est une évidence, on le sait. À une certaine époque, on avait encore de l'économie de l'instruction civique. C'est un truc, Madame la Ministre, qui a disparu de nos écoles. Je me dis, finalement, j'ai peut-être pas le meilleur étudiant sur ce credo-là, mais je m'aperçois que c'était quand même pas idiot de l'avoir, de savoir dans quel système on vit. Donc, comprendre ce que c'est le Sénat, le gouvernement, comment notre gouvernement fonctionne. Bon, il y a eu un temps où ça existait, mais ça n'existe plus. Les valeurs de respect aussi. Et puis par rapport à ce projet, moi je crois qu'il y a un truc qu'il faut se dire, je m'adresse à toi, parce que quand tu crées ta boîte, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que tu as plein de mecs qui se font des conseils dans tous les côtés qu'on n'a pas créés. Et il en faut.
mais tu as un truc qui est vachement mieux, c'est l'instinct. Et donc, tu fais le tri, et à la fin, de toute façon, la décision, tu la prends tout seul. Et c'est pas évident. Hein. Parce que des fois, tu en as un qui te dit noir, l'autre qui te dit blanc. Hein. Tu es au milieu du truc. Il y a un truc qui marche mieux, c'est l'instinct. Et en période de crise, et tu as rappelé, quand tu es en période de crise, en Chine, le mot crise, il n'existe pas. On ne sait pas le traduire. La traduction, c'est opportunité et risque. C'est exactement ce que tu expliquais. Et en fait, on est dans un schéma d'opportunité et de risque. C'est bien ce qui se passe. Alors évidemment, le risque, on aime moins ça en France que peut-être dans d'autres pays. Mais les jeunes, ils l'ont intégré. Ils savent que c'est comme ça. Moi, j'ai un fils qui est pas loin de ton âge. Je vois bien comment il réagit dans les réseaux sociaux, comme beaucoup de jeunes. Et majoritairement, on voit beaucoup de jeunes qui se disent « mais je prends mon destin en main ». C'est ce que tu as fait. Et je peux rentrer dans une boîte, je peux créer mon poste, je peux être entrepreneur dans une boîte, dans une très grosse. Tu peux être entrepreneur partout. Le chef de service, s'il voit un mec qui est un peu entrepreneur, il se dit « j'ai besoin d'un gars qui fasse bouger les lignes. Aujourd'hui, il faut faire bouger nos boîtes ». Et puis pour finir, nos boîtes, quelle que soit la taille, là je parle sous contrôle de nos banquiers et de nos experts financiers, mais j'ai l'impression quand même que nos financiers, ils ont envie de voir des chefs d'entreprise qui fassent rêver, bon, ça c'est un grand mot, c'est un truc sympa à dire, mais qui ont quand même une vision, un cap sur ce qu'ils peuvent être dans quelques temps. Il faut faire l'effort d'écrire. Alors ça c'est vrai, il faut écrire. On n'aime pas toujours bien écrire, mais il faut écrire le projet d'entreprise. Il faut l'écrire. C'est chiant à faire, hein, mais il faut l'écrire parce qu'on le partage avec d'autres et quand on transcrit sa pensée sur du papier, ça nous oblige à bien réfléchir comment on va s'y prendre. Sinon, on passe à autre chose et on reste vasouillard. Et puis, nos financiers ne comprennent pas très bien ce que tu veux faire. Puis après, on dit oui, nos banques. Bien sûr, il faut arriver avec un projet d'entreprise, faire l'effort. Je pense que c'est vraiment le cas. On voit en quelques minutes l'explication qui a été donnée. Voilà, c'est clair dans ta tête. Ton projet, il est clair, ça se sent. Ça se sent. Moi, je serais financier. Je pense que je partage la remarque de Sarah parce qu'effectivement, la finance, elle mise autant sur le projet. Enfin, je pense, Maurice, tu me corriges si c'est pas exactement ça, mais autant sur le projet que sur le mec, sur l'homme. Et on revient sur l'histoire du car. L'homme, il fait l'équipe qui va bien avec des jeunes, des stagiaires, des apprentis, toutes les populations. Tu verras où ça va, mais tu es sûr d'aller quelque part. Merci. Patrick, avec la remarque de Maurice depuis le public. Justement, on va prendre les questions. On arrive déjà à la conclusion de cette séquence. On va découvrir les questions que vous avez posées par Evals. Depuis la salle, vous avez aussi, bien sûr, on a quelques personnes pour expliquer à celles et ceux qui nous suivent en direct, qui ont été autorisés à venir en présentiel, évidemment toujours dans le dispositif qui respecte les conditions du protocole sanitaire et donc les règles de distanciation. Vous avez donc le loisir de lever la main et de poser vos questions, interpeller nos grands témoins. Allez, on découvre les questions, elles sont nombreuses, on ne pourra pas forcément toutes les prendre. Peut-être que pour le reste, on reviendra vers vous pour vous apporter des éléments de réponse à suivre. Première question qui s'adresse à vous, Madame la Ministre. Le report des aides, nous demande-t-on aux entreprises pour l'apprentissage, pourrait-il aller jusqu'au 30 septembre? Bon, question précise. Question précise. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on l'a rallongé jusqu'à la fin du trimestre. Ça a vocation à être analysé au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, quand on dit le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que nous soutiendrons, nous continuerons à soutenir notre économie jusqu'au moment où on pourra repartir, et la philosophie. Dont acte. Merci Madame la Ministre. Autre question précise aussi qui s'adresse à Xavier. Dans quel secteur y a-t-il le plus de contrats pro? Et pourquoi à moi? Parce que c'est écrit, mon cher Xavier, que c'est à vous. Bon. Avec quelques éléments de réponse, peut-être là-dessus. Franchement, le contrat de pro, je ne sais pas répondre, parce qu'en plus, il y a eu un bouleversement cette année, puisqu'il y a eu une grande bascule des contrats de pro vers les contrats d'apprentissage. Apparemment, on nous explique que c'est à peu près 80 000. Bon, je ne sais pas. Apparemment, partout, ça a été plutôt performant. Donc, je sais que dans les services informatiques, parce que c'est ma partie, il y a eu un succès absolument faramineux et que les équipes d'Atlas ont dû beaucoup bosser. Atlas, c'est l'OPCO de branche, mais je crois que dans la distribution, les services en général,
général, ça a bien fonctionné. Je crois que ça a bien fonctionné partout. Je suis désolé de le dire, mais y compris, j'ai aussi des amis, bien sûr, qui sont dans les chambres des métiers et dans les métiers du bâtiment, ça a été très performant. Enfin, je crois que tout le monde a performé. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu de... Alors, bien sûr, vous allez me dire, est-ce que ça cartonnait en hôtellerie-restauration? Je ne crois pas. Ça, je ne vais pas vous dire l'inverse. Là, en effet, je pense que le secteur, malheureusement, a été sinistré, puisque on a dû tout fermer, vous savez très bien pourquoi. Donc, je crois que sinon, globalement, ça a été plutôt performant partout, y compris, je le redis, au niveau des CFA et de l'artisanat en général. Ils sont pleins. Les CFA, aujourd'hui, sont pleins partout, sur tous les territoires. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Sauf peut-être, je pense, le secteur hôtellerie-restauration. Entendu. Merci Tourisme, Xavier tourisme. pour ces sujets de contrat pro. Autre question pour vous, mon cher Patrick. Il existe des groupements d'employeurs et s'il y avait le même mécanisme pour les stagiaires et alternants, on pourrait plus facilement partager, entre guillemets, nous dit notre auditeur, un stagiaire. Ouais, alors, je ne sais pas qui a posé la question. À lire comme ça, on se dit, ouais, pourquoi pas. Bon, après, si le stage dure 2 mois, je le sens pas très bien, pour être clair. Bon, s'il dure une certaine période suffisante, il y a beaucoup de si derrière. Période suffisante, domaine d'activité vraiment similaire, j'ai envie de dire pas trop concurrents en même temps, donc ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pour les boîtes. Mais pour autant, voilà, une fois qu'on met quelques briques comme ça, je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir, mais il faut vraiment que ça soit des stages de assez longue durée. Là, je reviens vers Xavier dans ce cas-là, c'est-à-dire que le stage qui était prévu sur 2 mois, il faut que la convention de stage avec l'école, elle assouplisse les règles de durée, elle assouplisse les règles de tutorat aussi, parce que ça sous-entend qu'il y a plusieurs tuteurs. Enfin, il faut qu'elle assouplisse toutes les règles, hein, parce que les conventions, il faut aussi dire que le chef d'entreprise, il reçoit une convention de l'école qui n'est pas négociable jusqu'à maintenant. Mon cher Patrick, Alors, Xavier Tossivin, en complément. Juste pour rappeler que les écoles, elles peuvent globalement faire tout ce qui est possible et souhaitable pour les entreprises, mais enfin, elles sont aussi contraintes par un code d'éducation, par exemple, ou par des organisations de diplôme. Mais excusez-moi, ma chère Sarah, c'est toi qui vas reprendre la main. Mais la durée des stages aujourd'hui, notamment sur les diplômes d'État, c'est quand même imposé par le ministère de l'Éducation nationale. Les rythmes associés, c'est aussi imposé par l'Éducation nationale. Nous, on est tout à fait capable de tout imaginer vraiment très vite. Donc si derrière on a la même réponse au niveau du ministère et de notre ami Jean-Michel Blanquer, moi j'en serais ravi. Et je veux même être pilote, tiens. Voilà. Bon. Alors là je vais challenger Sarah. Moi je veux bien être pilote, moi je veux bien tout essayer. Et je pense que sur la Loire-Atlantique, on sera tous d'accord, établissement public-privé, pour tout essayer. Voilà, donc là on est contraint quand même par le Code d'éducation nationale, mais c'est vrai que parfois, là encore, moi, si on peut essayer, si on peut innover, parce que la crise nous l'impose, on sera favorable. Mais Madame la ministre, une réponse peut-être là-dessus, un début de réponse. Un début de réponse, parce que c'est le retour du Créton Stage de Xavier. Donc il a une mission, j'en ai une autre. Non, pour être très clair et très cash sur ce sujet, aujourd'hui, on est dans une période d'exception. Et donc, on imagine beaucoup de choses. Hier, il se trouve que mes services, mon cabinet était en réunion interministérielle avec plus de 4 autres cabinets ministériels sur la question du stage, quelles sont les réponses nécessaires pour le rendre possible dans cette période-là. Et donc évidemment, moi ce que je retiens, c'est que Xavier, il est prêt à innover sur le territoire, ça c'est clair, qu'il va tenter le stage, que le programme, en tout cas l'action Crée ton stage, il a déjà accepté. Mais ce qui est certain, c'est que dans une période où il faut de la créativité, où il faut de l'écoute et du partenariat, quand tu as des partenaires qui sont prêts à essayer, si on s'adapte, alors il faut voir quels sont les éléments à lever, peut-être à poser de manière temporaire. Enfin, franchement, il n'y a aucun tabou. Et oui, aujourd'hui, plus que jamais, l'État est dans une certaine agilité. On réussit à faire des choses assez dingues dans une vitesse assez folle, parce qu'on est tous mobilisés, parce que les partenaires sont mobilisés, parce que les services de l'État sur le territoire sont mobilisés, et parce qu'en face, on a des gens qui veulent que ça fonctionne. Et pour le coup, les entreprises le font. Bon, vous évoquiez, Madame la Ministre, tout à l'heure, vous me répondiez en tout cas qu'il n'y a pas de mise en concurrence, en compétition entre les stages, bien sûr, et les alternances. Quelle proportion, nous demandons, de stages se transforme ensuite en contrat d'alternance? Est-ce qu'on peut apporter une réponse, Madame la Ministre, ou Xavier peut-être là-dessus? Je n'ai pas de réponse. Des stats ou des chiffres je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que quand un chef d'entreprise recrute un jeune en alternance, il est toujours friand de découvrir un petit peu la connaissance que peut avoir ce stagiaire, cet alternant potentiel de l'entreprise qu'il aura vécu lui-même avant les stages. Donc j'imagine que plus vous avez fait de stages en entreprise, plus vous avez de chances potentiellement de
de réussir à trouver un contrat d'alternance. Mais de dire est-ce qu'il y a une proportion, j'en sais Et absolument donc rien. un emploi derrière, c'est la voie royale. L'emploi A priori, derrière, c'est ce qu'on dit. vous C'est savez l'adage. bien qu'aujourd'hui, en effet, quel que soit le dispositif, c'est la voie directe vers l'emploi, puisque il y a la grande frustration des employeurs qui ont accueilli des jeunes en alternance, c'est parfois de les voir partir parce qu'ils décident tout simplement d'aller vivre une autre histoire. Mais en même temps, on le sait quand on le signe, le contrat, puisque il faut souhaiter, certains vont partir pour vivre autre chose, certains vont entreprendre. On a l'exemple tout à l'heure qui a été repris par notre ami Clément, mais d'autres peuvent très bien dire moi j'ai goûté à un secteur d'activité, puis j'ai envie d'en découvrir un autre, et puis peut-être qu'après j'y reviendrai. C'est pas grave, c'est positif tout ça, parce que derrière c'est collectivement qu'on s'est enrichi. Donc voilà, les stages pour transformer en contrat alternant, je ne sais pas répondre, mais Madame la c'est ministre. positif. Une seule Merci, phrase, Xavier. ce qui est certain, c'est qu'un stage est une opportunité. Et que si tu y vas avec gourmandise, avec panache, tu peux créer l'opportunité d'un contrat d'apprentissage si c'est ce que tu souhaites, comme un job. Finalement, il faut juste créer sa chance. Et à chacun des moments, que ce soit une relation formelle ou une relation informelle, ce qui est certain, c'est que quand tu es dans une boîte, mais comme quand tu es dans une asso ou dans un collectif, le cœur du métier, il s'apprend. La manière dont tu es ne s'apprend pas. Donc, c'est ce que tu es créera ou pas la confiance. Elle ne se décrète pas. Un stage est une opportunité pour créer tout le reste. Donc après, chez chacun, s'en saisit. Merci Madame la Ministre. Une question peut-être depuis la salle. Mon cher Mathieu, on vous écoute, parler bien fort, parce qu'il n'y a pas de micro, évidemment, Covid safe. Hein. Beaucoup plus âgés qui entreprennent et qui sont généralement plutôt des cadres et pas des milieux défavorisés. Il y a un magnifique dispositif qui a été créé par l'État qui s'appelle le French Tech Tremplin. C'est génial, sauf que dans les faits, il a été fait par 3 jeunes en col blanc à Bercy qui n'ont jamais vu une entreprise et qui ont fait n'importe quoi. Donc la finalité, c'est que c'est cool parce que le sujet est en lancement, mais quand est-ce qu'on arrêtera de mettre des grains de sable comme ceci, parce que c'est dommage, parce que c'est presque tout l'inverse qui se produit. Il n'y a aucun jeune des quartiers qui postule parce que le truc n'a aucun sens. Donc il y a une belle initiative, c'est bien lancé, mais comment est-ce qu'on arrive à débloquer ce type de situation? Il y a plein d'autres trucs comme ça, sur la signature électronique, que ce soit même au niveau européen, au niveau de SILAE, il y a des trucs qui sont absolument invraisemblables. L'État se bouge, mais il faut encore continuer beaucoup plus, parce qu'il y a des micro-grains de sable qui empêchent les initiatives. Merci Mathieu Le Gaquin. Madame la Ministre, une réponse. Bon. Juste pour Mathieu, effectivement, des grains de sable, ça peut bloquer un engrenage entier, et je pense que c'est le mécano à côté ne va pas me contredire. Mais c'est vrai. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que la meilleure personne qui peut dire où sont ces grains de sable et qu'est-ce que ça bloque, c'est toi. Et donc, de fait, il y a l'alerte et il y a la manière de la résoudre. Donc moi, pour le coup, ma demande, elle est hyper simple. On identifie une problématique, on définit quelles sont les solutions pour la lever et on le met en œuvre. Après, c'est une méthode. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un maximum dehors, parce que je crois en fait que les réponses, elles sont sur nos territoires, elles sont dans nos échanges, elles ne sont pas dans des expertises croisées. Donc là, maintenant, la balle, elle est dans ton camp. Tu me dis et puis on fait ensemble. Génial. C'était un peu pour ça que je suis venu. Donc bon, c'était un peu pour ça qu'on a organisé cet événement. On le connaît, Mathieu. Donc... Oui, c'est un... Juste pour... Patrick Chep, rapidement. Non, oui, juste par rapport à ça, si on est là tous, c'est parce que globalement, on a eu un peu la chance. Alors, derrière la chance, il y a du travail, il y a des rencontres, il y a tout un tas de trucs pour avoir des boîtes dans un territoire qui finalement a été facilitateur. Notre territoire est un territoire facilitateur, il ne faut pas le perdre de vue. On a quand même la chance d'avoir un territoire qui ne se porte pas si mal que ça. Quand vous comparez, tu en as parlé tout à l'heure, il y a des territoires où c'est terrible, la situation est terrible. Si on veut garder le territoire comme ça, et je pense que quand il y a des remarques comme Mathieu, qui fait partie du MEDEF, c'est à nous, on peut s'adresser au ministre, dire ils ont été mauvais, c'est à nous de proposer une solution. Je pense que Sarah, ce qu'elle attend, qu'on critique, bien sûr, on peut critiquer, il y a plein de choses, et inversement, mais c'est surtout, et alors on fait quoi? Quelle serait la bonne proposition? Donc là, Mathieu, évidemment, avec le MEDEF, on est prêt à t'aider à formuler ce qu'il faudrait faire pour le proposer au ministre et remédier. Merci Patrick, effectivement, sujet à suivre. Autre question peut-être depuis la salle? Bonjour, merci de vous présenter, de poser votre question, on vous écoute. Parlez bien fort pour que nos amis qui nous suivent en direct, merci pour leur attention et leur contribution à travers leurs questions, vous écoutent. Je travaille pour l'entreprise Enedis, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité.
On travaille beaucoup avec des acteurs comme l'école de la deuxième chance, comme le club. Voilà, un micro désinfecté pour vous qui arrive. Merci beaucoup. Merci David. Donc je disais, on travaille beaucoup avec l'école de la deuxième chance, le club FACE, justement pour rendre accessibles nos stages, nos offres d'emploi, nos alternances. Et on a des belles histoires à raconter, heureusement. Dans les chantiers que vous avez évoqués tout à l'heure, est-ce que le travail avec ces acteurs est prévu ? Réponse ? Oui, en fait, il a déjà commencé pour un certain nombre d'entre eux. Évidemment, l'école de la deuxième chance. À chaque fois que je fais un déplacement, j'ai mes impondérables à moi. Enfin, pas mes petits chouchous, mais presque. C'est aller à la mission locale. Parce que quand on parle de la jeunesse de France, elle n'a pas un visage. Elle est multiple. La mission locale, c'est une porte, quand tu la pousses, tu vois des visages, des bouts de vie différents. L'école de la deuxième chance en est une. C'est une des portes. Mais il n'y a pas que ça. Sur notre territoire, il y a évidemment la fondation Break Poverty, que je connais un peu plus. Il ne faut pas oublier que pendant 3 ans, moi, j'étais à l'Assemblée nationale. Et j'étais en charge du budget jeunesse et vie associative. Et dans mon grand ministère, en fait, dans engagement, c'est ceux qui s'engagent. Et donc, il y a le monde associatif qui s'engage avec les entreprises engagées, avec les formes d'engagement. Et en fait, ça vient croiser 2 choses. C'est quel est le rôle de l'entreprise aujourd'hui, dans notre territoire, mais plus largement dans notre pays. C'est quoi le rôle ? Évidemment, créer de la richesse, parce qu'il en faut. Ça permet de faire remonter aussi des impôts et de redistribuer, mais pas que. Ça permet de s'épanouir. Le travail, c'est pas uniquement un salaire. C'est quelle place tu prends dans la société, comment tu t'épanouis, comment tu crées. Et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur l'économie de la considération. Je crois que les salariés qui font partie de votre groupe, ils sont fiers de voir l'engagement de l'entreprise. Ils accompagnent. Et donc, tout ce qui permettra un engagement plus fort des entreprises, tout ce qui permettra aux acteurs associatifs de trouver des partenaires, parce que c'est pareil, en fait, ça se construit ensemble, sont de très belles choses, sont de très beaux projets. Et c'est pour ça que je pense à l'ouverture, évidemment, des temps scolaires, mais aussi plus largement périscolaire, extrascolaire, pour que chacun puisse trouver sa place. Je ne pense pas qu'il y ait un seul modèle. Il y a des chemins, mais le plus important, c'est de trouver le sien. Et pour le coup, on travaille avec eux énormément, mais si vous avez, pareil, des propositions, des choses un peu plus... qu'on voit peut-être moins parce qu'elles sont des fois moins nationales. Faut pas hésiter. Je crois à la multiplicité des regards. C'est ce qui permet d'être au plus juste. Merci, Madame la Ministre. Donc, discussion évidemment à poursuivre après cette séquence. Allez, rapidement, dernière question. Xavier, pour vous, quelles actions pour préparer les entreprises en jeu investissement compétences, préparer l'avenir des nouveaux métiers autour de la data, de la cybersécurité, de la R&D, de l'intelligence artificielle et des transitions énergétiques? Évidemment que cette crise est aussi un accélérateur de ces transitions. Des besoins gigantesques, nous dit notre auditeur ou notre spectateur. L'investissement compétences n'est-il pas une nécessité? Bon, je ne savais pas que je serais questionné comme ça, mais c'est bien, ça a du sens, hein, on parlait de excellent public. Écoutez, nous, alors tous ces sujets-là, vous me parlez d'IA, vous me parlez de transition, de cybersécurité, de data, etc., c'est mon cœur de métier. Alors, évidemment que nous sommes présents et acteurs pour encourager les entreprises à développer tous ces types d'actions qui vont être capitales dans les semaines qui viennent. Enfin, je veux dire, donc le lien avec les stages, je dois avouer que je n'ai pas tout à fait compris la question, mais peut-être que ce qu'on peut peut-être dire, c'est est-ce qu'on doit aujourd'hui faire un focus sur notamment l'accueil de stagiaires dans ces domaines? C'est peut-être comme ça qu'il faut que je lise. Oui, moi je l'ai compris comme ça. Et je pense qu'en fait, ça participe à une autre réflexion qui est, de manière générale, est-ce que les chefs d'entreprise, notamment les TPE, PME, sont aujourd'hui suffisamment matures ou ont bien compris quels étaient les enjeux autour de l'IA, de la cybersécurité par exemple, et de la transition énergétique? Là, en effet, il y a du boulot. Alors, si vous souhaitez que nous, on prenne la parole en tant qu'acteurs spécialisés, évidemment qu'on est tout à fait prêts. Et on est au niveau du monde économique et notamment du MEDEF 44. Je pense qu'on peut réfléchir en effet à mettre en place des actions d'évangélisation, entre guillemets, de sensibilisation, avec des acteurs publics d'ailleurs, parce que aujourd'hui l'ANSSI, qu'on connaît bien, avec qui on bosse régulièrement, la Directe aussi, il y a des sections spécialisées qui sont très acteurs dans le monde économique. Nous, on est tout à fait prêts, bien sûr, à préparer ou à remobiliser les chefs d'entreprise autour de ces thèmes qui, derrière, pourraient générer des besoins en stage, en effet spécifiques, qui sont, à mon avis, extrêmement attendus par le monde économique, parce que là, il y a un vrai enjeu de sécurité nationale. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, qui n'est pas embêté, pour ne pas dire plus, par des attaques en masse, virales et autres,
voire des demandes de rançon. Enfin, je veux dire, c'est des sujets d'actualité. Et nous, aujourd'hui, qui avons un territoire qui est quand même en partie lié à l'industrie de défense et autres, on sait très bien que toute la chaîne de sous-traitance, même si elle est plus ou moins mobilisée, elle est encore très fragile sur ces sujets. Donc si la question c'est est-ce que nous, on peut demain, en tant que MEDEF 44, mobiliser ou remobiliser en territoire ou avec la région autour de ces sujets-là, évidemment, on est d'accord. Et peut-être que par contre, pour aller plus loin et pour rester dans le thème de notre après-midi, c'est de dire est-ce qu'on n'a pas des stages à imaginer spécifiques sur ces sujets? Pourquoi pas? Moi, j'y suis tout à fait ouvert. Et je pense que là, on y associera d'autres acteurs de l'enseignement ou de la formation, parce qu'on a d'autres outils aussi de qualité sur le territoire. Moi, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je l'ai compris comme ça et vous y répondez de cette manière, ça me va bien. Quelques mots rapidement peut-être pour terminer. Moi, j'ai juste un truc parce que Sarah m'a challengé sur un point, mais j'en ai un autre pour elle. Donc, et qui m'interpelle parce que quand on parle aujourd'hui avec les chefs d'entreprise de stage, parce qu'évidemment, j'ai réfléchi aussi, on échange régulièrement et on ne peut pas être insensible à ça. Moi, régulièrement, sur le territoire, on me dit, OK, mais alors les stages aujourd'hui, il y a 14 000 plateformes. Alors, il y a la plateforme pour les troisièmes, il y a la plateforme pour le supérieur, il y a la plateforme de la région, il y a la plateforme de ceci, la plateforme de cela. On a parlé de FAS, on a parlé de peu importe, d'autres acteurs. Nantes Métropole à la sienne aussi. Nantes Métropole à la sienne. En fait, en résumé, en tant que chef d'entreprise, on n'y comprend que dalle. Donc, on les met où, les offres de stage aujourd'hui? Alors, j'ai envie de leur dire, mets-les sur le site du MEDEF. Bon, mais ça, c'est un peu facile parce que mon président est là. Mais c'est bien, j'ai bien révisé. Mais la réalité, c'est que moi, j'aurais un souhait quand même, Sarah. C'est qu'à un moment donné, on fasse ensemble, sans polémique aucune, mais l'évaluation des dispositifs existants. Réellement, l'évaluation des dispositifs existants pour que derrière, après, on en tire des leçons. Soit on les garde, soit on les renforce, soit on les fusionne, soit on les fait disparaître. Mais qu'on simplifie. Parce que là encore... Je suis désolé de le dire. Et là c'est un message que je passe aux politiques. Enfin, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, avant de comprendre, moi-même étant acteur de l'enseignement supérieur et professionnel, avant de comprendre toutes les filières, tous les métiers, tous les machins, c'est complexe. Alors imaginez un jeune, en effet, qui lui-même n'a pas ses codes, qui lui-même ne sait pas, c'est compliqué. Il n'y a pas de lien direct. Mais aujourd'hui, quand vous êtes parent, vous allez sur Parcoursup, ça n'a aucun rapport, mais je suis désolé, c'est pour la... c'est pas simple. Alors les stages, j'en parle même pas. On a bien compris. Patrick, quelques mots rapidement avant la conclusion de la ministre. Par rapport à ce qui a été... Cette question est très large, mais derrière, c'est assez simple. Depuis 20 ans, on a inventé des générations de 10 Des gens qui disent aux autres... Je me disais, on a passé 1h15 ensemble, il n'a pas encore prononcé le mot. Ouais. On ne pouvait pas se quitter sans... D'accord, très bien. Les faisous et les disous. Alors, ceux qui disent et ceux qui font. Le sujet, alors on a inventé les managers, ceux qui disent aux autres, qui supervisent, les ingénieurs PowerPoint. Bon, on a inventé toute une population qui supervise les travaux des autres. Bon, très bien, il fallait, parce qu'il fallait organiser, parce on vient historiquement d'un monde artisanal. Et c'est le gars qui fabriquait, qui gérait, mais comme les systèmes de sécurité se sont mis en place, il fallait sécuriser, il fallait orchestrer, il fallait bien avoir ces 10 pour orchestrer tout ça. Ouais, mais en même temps, on a dégagé ceux qui faisaient parce qu'on a mis le boulot ailleurs et on s'est dit on va être vachement intelligent parce que nous, comme on sait dire, on va dire aux autres comment il faut faire. Ouais. Mais ça, on s'est planté parce que vous voyez maintenant, résultat des courses, la Chine, elle est loin devant et on se fait doubler par tous les côtés. Et pour reprendre par rapport à cette question, on a une chance, là, c'est maintenant, dans cette crise, où tout le monde remet en cause son modèle économique, sa façon de faire. C'est pas que nous, c'est dans le monde entier. C'est pas que nous. Après, il faut se mettre au boulot. Et cette chance-là, c'est qu'on est capable aujourd'hui de relier le faire avec les concepts, parce qu'on met en place des outils numériques démentiels. Je pense qu'on a un exemple avec la start-up qui est ici. Des outils numériques qu'on n'avait pas avant, qui permettent finalement, les métiers c'est les mêmes, il faut arrêter de s'inventer des tas de mots, industrie 4.0, on va réduire... Ok, derrière les mots, on continuera à travailler, à faire, donc il faut apprendre des métiers. Le jeune, quand il rentre dans un stage ou dans une école, première chose à se poser, est-ce que ça me conduit à un métier, cette école, et est-ce que le stage va confirmer mon métier? C'est la première question qu'il faut se poser. Et moi je pense que là, derrière cette question-là, on a cette chance, justement, que grâce à des outils hyper puissants, maintenant, on est capable de faire des machines qui sont immédiatement connectées à nos serveurs, à nos ERP, les systèmes de gestion des entreprises, pour gagner du temps. Et en fait, une expression que j'aime bien, c'est l'école bleue. Ceux qui sont dans les usines, ceux que les jeunes disent « ouais, je n'ai pas envie d'aller dans une usine comme avant », etc. Ça ne va plus exister. Les cols bleus vont devenir gris.
une expression qu'on aime bien dans l'aéro, ils vont devenir gris parce qu'ils vont être numériques, parce qu'ils vont être formés. Et les cols blancs, soit ils ajoutent de la valeur ajoutée, de la valeur ajoutée, c'est quelque chose qu'on peut vendre, soit ils vont disparaître pour une chose vachement simple. Et pensez bien à ça, ils vont disparaître pour une chose vachement simple, c'est que, par contre, ce qui est délocalisable vachement rapidement, c'est le télétravail. C'est le travail à distance, c'est tout ce qui est numérique. Malheureusement, ça, c'est hyper facile à délocaliser, bien plus facile qu'une production. Donc, il va falloir quand même qu'on soit très malin. Et la chance qu'on a là, dans cette école-là, c'est que, regardez les projets qui émergent, ce sont des projets qui relient le numérique et le faire, la fabrication. Merci Patrick pour ces mots. Madame la ministre, en conclusion, on arrive déjà donc à la fin de cette séquence. C'est passé évidemment très, très vite, on avait plein de choses à se dire. Peut-être question très directe. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de nos échanges? Qu'est-ce qui vous a marqué? Peut-être en synthèse subjective, assumée. Que hier, j'étais avec le président de la République sur notre territoire et que j'étais extrêmement fière de lui présenter une super entreprise, Applix, parce qu'elle est, elle est sur mon territoire, que c'est une superbe usine, que c'est une usine qui ne ressemble pas du tout à l'imaginaire qu'on pourrait avoir d'une usine, qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, des alternants, des stagiaires. Une entreprise qui s'est saisie du plan de relance parce que c'était une opportunité et que derrière une visite, certes, du président de la République, il y avait cette fierté d'un territoire, de son visage, de la présenter, d'en parler. Eh bien aujourd'hui, on est en fait, j'ai une sensation à peu près similaire. C'est la fierté de notre territoire face à la capacité de se challenger, de se dire les choses, face aux plus grands défis qu'on peut vivre. Alors, on peut inventer des solutions si on se parle, si on se fait confiance, si on essaye. Et aujourd'hui, cette crise sanitaire, pour le coup, elle nous a tous poussés à nous réinventer. Moi, je suis rentrée au gouvernement dans cette crise. Je suis passée de législateur, de député, à membre du gouvernement, alors qu'on était en pleine crise sanitaire. Eh bien, j'ai appris la conjugaison des réalités, répondre à la crise, à ses conséquences, pour les jeunes, pour les associations, pour les entreprises, dans nos dispositifs, et en même temps continuer les transformations dont notre pays a besoin, avec l'accompagnement de projets plus profonds. Ça va du service national universel à l'ouverture de l'école avec un grand E, au monde de l'économie, à cette culture économique, à refaire vivre les valeurs de la République dans des lieux où peut-être on en a encore plus besoin. Et tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est comme dans certains moments la vie d'une entreprise. Tu multiplies, tu conjugues, tu poses la question de la gouvernance, tu poses la question de comment je me projette, quel cap je prends. Mais pourquoi on fait tout ça, dans le fond? C'est parce qu'il y a toujours l'humain qui est au cœur de chacune de nos décisions. Parce que l'humain, c'est, dans mon cas à moi, c'est des jeunes entre 14 et 30 ans. C'est des associations qui s'engagent pour eux. C'est des entreprises qui se décarcassent pour aller porter le plan jeune, une solution et le mettre en œuvre. Mais c'est aussi d'autres membres du gouvernement, d'autres collègues qui aujourd'hui provoquent les possibles, provoquent le fait de changer les règles, de les bousculer. Et ça, c'est la promesse républicaine. Quel que soit le lieu où tu es né, l'âge que tu as, le diplôme que tu as, on a tous une place. Par contre, il faut la saisir. Moi, je sais apporter des choses, mais il faut en face prendre la main, s'en saisir, la créer, provoquer. Et ça, aujourd'hui, c'est notre force, c'est la force de notre pays. Parce qu'effectivement, cette crise, elle bouscule les réalités, elle bouscule les présents. C'est absolument pas de la même manière partout dans le monde. Nous, dans notre pays, si on se regarde en face, alors on répondra à ce qui ne fonctionne pas. Et on continuera à le faire. Et il faut le regarder avec beaucoup d'humilité. Et donc, tous les petits grains de sable, on les lèvera. Et les trous dans les raquettes, on les trouvera et on y répondra. Il n'y a pas de débat. Il faut juste le faire, le construire ensemble. Et le reste, c'est se faire confiance, mutuellement, avancer. Parce que dans une période comme celle-là, oui, il faut une force. Et cette force, tu la trouves que quand tu es dans un grand collectif. Et ce collectif, je crois que je l'ai trouvé aujourd'hui dans ce débat, alors plus ou moins challengeant, c'est vrai. Des fois, ça fait plaisir de se dire ce qui fonctionne, mais de se dire aussi ce qui ne fonctionne pas. La question de Xavier, pour ne pas l'éluder, sur l'accès à l'information, la multiplicité des plateformes, elle est réelle. Moi, aujourd'hui, un de mes plus grands sujets, c'est l'accès à l'information. Un jeune sur deux dans notre pays ne sait pas à quoi il peut prétendre. Que ce soit pour créer une entreprise, que ce soit pour trouver une formation ou avoir un coup de main financier, pour répondre à la précarité alimentaire, hein. Les droits pour accéder au permis, à l'achat de la première voiture ou de la première moto, sachant que la mobilité est le premier frein à l'emploi.
comment on combat ce fléau. Parce que pour moi, c'est un fléau. Hein. Quand tout un pays, dans son pacte social, apporte des réponses au niveau des collectivités, au niveau de l'État, enfin, quelle que soit la strate. Hein, le sujet, c'est pas de qui propose ou qui fait. Mais qu'un jeune sur deux dans notre pays ne sait pas, alors nous avons un enjeu collectif. Parce que ça provoque la reproduction des inégalités. Ça ne donne pas de l'énergie, alors que dans le fond, chacun a quelque chose à apporter. Il faut qu'il s'en saisisse, il faut qu'il se fasse confiance, et il faut qu'il provoque sa chance. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On peut applaudir évidemment Madame la Ministre, secrétaire d'État chargée à la jeunesse et à l'engagement. Merci beaucoup, Patrick Schepp, président du MEDEF 44, à l'initiative de cette séquence. Merci beaucoup, Xavier Tostiva, de nous avoir accueillis évidemment à l'EPSI. Merci, Maurice Bourrigaud, pour la BPGO et soutenir l'organisation de cet événement. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis en direct, ici dans cet espace. Merci pour votre attention et vos contributions à travers évidemment ces questions qui nous ont permis de poursuivre les échanges avec nos grands témoins. Excellente fin de journée, excellent week-end et puis à très bientôt. Merci.